Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre conseil de quartier Georges Brassens, et qui est un conseil de quartier un peu spécial puisque c'est le dernier conseil de quartier pour l'ensemble des conseillères et conseillers de quartier qui ont été élus il y a de ça un peu plus de 2 ans et demi. Et un ordre du jour qui est assez chargé avec un point sur le quartier prioritaire de la ville, Brancion-Périchaud. Et c'était un sujet qui avait beaucoup préoccupé les conseillères et conseillers de quartier, avec une réunion publique il y a un peu plus d'1 an sur le sujet, lors du lancement du classement en QPV de Brancion-Périchaud. Et donc les conseillers et conseillers de quartier ont souhaité ce soir faire un point d'étape et un point d'avancement surtout sur ce qui s'est passé depuis l'instauration du dispositif QPV. Nous aurons un deuxième temps avec la rencontre de notre chef de police municipale. Et je remercie les membres de la police municipale présents ce soir à notre conseil de quartier. Et enfin, un bilan avec Louise Agathe Charpentier, adjointe du quartier, sur l'activité du conseil de quartier depuis notre installation et notre du coup dernier conseil de quartier. Donc ça, ce sera pour le programme. Et juste, je voulais vous faire un petit mot aussi pour remercier et féliciter les conseillers et conseillers de quartier pour la très bonne tenue de notre fête de quartier, qui a été un réel succès sur l'esplanade devant le théâtre Sylvia Montfort, avec beaucoup de soleil et beaucoup de sourires et beaucoup de participantes et de participants. Voilà, c'était un vrai moment de joie dans le quartier, un vrai moment de joie dans notre mandat de conseillère et conseiller de quartier. Et je laisse la parole sans plus attendre à Monsieur le maire. Merci Monsieur le Président. Je confirme la bonne tenue à la fois du conseil de quartier, dont je remercie d'ailleurs encore une fois les membres de leur assiduité et puis du travail qu'ils ont fourni pendant cette période pendant laquelle ils étaient membres de ce conseil de quartier tiré au sort à mi-mandat. Il y aura bien sûr, à l'issue de l'élection à venir, nouveau conseil de quartier avec un nouveau tirage au sort et de nouveaux membres, peut-être les mêmes, si les mêmes sont tirés au sort, qui sait, mais enfin, j'invite en tout cas toute la population à se présenter pour être membre du conseil de quartier. C'est effectivement extrêmement important pour nous, élus de l'arrondissement, d'avoir l'avis et l'expression dans un exercice de démocratie directe des membres du conseil de quartier. Merci, Monsieur Zarouati. Excusez-moi de m'en non, mais on meublait en attendant, on meublait. Qui est directeur adjoint de cabinet du préfet de région et qui est responsable de la politique prioritaire de la ville. Et merci aussi au commissaire adjoint du commissariat du 15e et au chef de la police municipale du 15e de leur présence pour la deuxième partie, comme vous l'avez indiqué, de cet ordre du jour. Moi, je voudrais juste intervenir rapidement sur une sorte de bilan de 18 mois de classement, d'intégration du quartier Brancion-Périchaud en QPV, en quartier prioritaire de la ville. Cette intégration, je reviens quand même dessus quelques instants, a été l'objet de négociations, d'interventions de ma part notamment, mais aussi des élus, assez nombreuses, puisque ça fait plusieurs années que je souhaitais que l'État et la ville de Paris désignent ce quartier, ainsi que d'autres d'ailleurs du 15e, inscrivent ce quartier dans le cadre de la géographie prioritaire de la ville, tant les problèmes qu'on y rencontre sont importants. Ce classement a été obtenu, et pour reconnaître une réalité d'ailleurs dont nous inquiétions depuis longtemps, avec des fragilités économiques et sociales que vous connaissez, je ne m'apaisantirai pas là-dessus. Je veux simplement redire ici ma gratitude à l'État, particulièrement, vous le transmettrez, mes remerciements au préfet de région, Marc Guillaume, qui a été vraiment l'artisan majeur de l'intégration de ce secteur en quartier prioritaire de la ville, ce qui amène des moyens supplémentaires, vous avez bien compris, pour aider et accompagner le développement de ce quartier. Je voudrais vous remercier aussi, Monsieur le Préfet, de votre écoute et de l'accompagnement constant qui a été le vôtre pendant toute cette période, et puis aussi à la ville de Paris, bien sûr, et qui est artisan en première ligne également des mesures prises dans ce secteur, dont il s'agit de renforcer, bien sûr, les moyens, alors vous avez bien compris, de l'État et de la ville de Paris, voire de la mairie du 15e, les moyens humains, financiers, associatifs, afin de les mobiliser pour ce territoire. Alors bien sûr, je citerai quelques exemples rapidement.
je ne parlerai pas de toute la politique sociale, évidemment, qui est menée par l'État, la ville et la mairie du 15e, mais particulièrement sur des points forts, disons, de cette intégration à de la ville, comme par exemple l'ouverture d'un lieu commun. Ça me paraît important qu'il y ait un local dans le secteur où puissent se rencontrer les associations. C'est fait grâce à Paris Habitat, d'ailleurs, que je remercie aussi, au 41 avenue Bartholomé, pour accueillir des activités très variées, notamment pour les familles, mais aussi pour les jeunes du quartier, aussi pour permettre de l'aide au retour vers l'emploi, de l'aide aux devoirs, à la scolarité, des actions aussi autour du sport, de la culture, de la parentalité. C'est ce nouveau lieu de rencontre que vous allez faire vivre et que vous faites vivre d'ores et déjà, associations ou habitants, pour qu'il y ait une espèce d'amélioration du lien social dans le secteur et le développement d'activités diverses. Nous avons également prévu, comme vous le saviez, la piétonisation d'un tronçon de l'avenue Bartholomé, qui a été réalisé d'ailleurs lorsque nous avons créé cette espèce d'oasis urbaine entre le square Calmette et le square Bartholomé, un espace qui a permis d'organiser là aussi des animations, des activités sportives, des moments conviviaux, la ludomove, des activités pour les enfants, en lien avec les associations, notamment tout au long de l'été et pendant les vacances. D'ailleurs, je le dis, notre souhait, c'est qu'à moyen terme, ce tronçon soit entièrement végétalisé pour permettre de relier les deux espaces verts du square Calmette et du parc de la Plaine, entre le boulevard Lefebvre et le centre Rigolo, une sorte de parc reconstitué. Nous y avons tenu aussi, vous l'avez rappelé, les fêtes QPV en partenariat avec les associations locales à chaque période de vacances scolaires. Sur un autre plan, nous essayons d'aménager la place de la porte Brancion de façon à ce qu'elle ne soit plus une espèce de blessure entre Paris et sa banlieue, entre le 15e et Vanves, mais au contraire qu'il y ait une continuité urbanistique avec une rénovation, une réfection totale de la voirie, et puis sur le délaissé urbain qui existait, qui était un dépôt de voirie finalement, que ce soit constitué grâce à la métropole du Grand Paris notamment, et aux bailleurs sociaux de la ville, dans le cadre d'une opération qui s'appelle « Inventons la métropole du Grand Paris numéro 1 ». Ces bâtiments que vous avez vus se construire, il y en a encore d'autres qui doivent être construits, sur le périphérique, à savoir une résidence pour jeunes travailleurs, une autre pour étudiants, et puis c'est une structure sportive également, qui vont permettre de résorber, en tout cas participer à la résorption de cette fracture entre Paris et Vanves. Je voudrais citer aussi particulièrement ce que nous avons fait dans ce groupe scolaire, qui pour moi était une priorité. Alors, il y aura un avenir différent pour ce groupe, mais en tout cas, en attendant un avenir meilleur, c'est quand même pas moins de 5 millions d'euros qui ont été investis dans ce groupe scolaire, qui est en éducation prioritaire, le seul du 15e en éducation prioritaire. Il y en a d'autres qui mériteraient de l'aide d'ailleurs, mais enfin, c'est un autre sujet, pour améliorer les conditions de scolarité des enfants et de la communauté scolaire, et qui a mobilisé les équipes éducatives, les associations, les partenaires aussi, puisque c'est une partie du budget participatif qui a ainsi été investi. Je voudrais aussi rappeler que nous avons inauguré au mois de juillet plutôt, une prolongation de la coulée verte. Vous voyez, cette coulée verte de la petite ceinture qui permettra et qui permet presque de rejoindre le parc Brassens et le parc Citroën, qui permettra de passer dans le tunnel dès qu'on aura déposé les grilles, et que nous avons prolongé de 600 mètres, de 660 mètres pour être précis, jusqu'à l'entrée du parc Brassens au pied du Sylvia Montfort. Réflexion également pour les sportifs du gymnase et du terrain de football du centre Rigolo, là aussi grâce au budget participatif qui nous aide vraiment à améliorer les équipements municipaux, et donc grâce à la mobilisation des habitants autour de projets concrets et utiles. Je voudrais aussi préciser, même si c'est un peu plus loin, la création d'un deuxième centre social et culturel dans le 15e qui ouvre ses portes prochainement au 133 Falguière, avec également une maison sport-santé. Là, c'est le fruit d'un travail collectif avec la Caisse d'allocation familiale, la Ville de Paris, la mairie du 15e, les associations locales, pour répondre évidemment à un besoin évident.
et pour proposer un éventail d'activités, de l'accompagnement social, du soutien à la parentalité, des activités culturelles, des actions de solidarité, des initiatives et des activités intergénérationnelles. Et donc, à terme, une structure associative pérenne prendra le relais pour assurer son fonctionnement complet. Et le site accueille également, depuis peu, c'est réalisé, et il y a un grand succès de cet équipement, la maison Sport Santé du 15e, qui était récemment dans le Voir-le-Fait, mais dans un local beaucoup trop petit, et qui a été transféré donc dans ce secteur de la rue Falguière, mais enfin qui n'est pas très loin non plus. Un mot sur la sécurité, mais ça, je laisserai plutôt les responsables de la police municipale et de la police nationale l'évoquer, notamment la montée en puissance de la police municipale. Le nouveau chef de la police municipale du 15e, qui est ici présent, M. Templier, l'évoquera. Et puis aussi l'affectation en cours de 30 gardiens de la paix nouveaux au commissariat du 15e, après les discussions que j'ai pu avoir avec le préfet de police et le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, considérant l'insuffisance, à mes yeux en tout cas, au vôtre également je pense, du nombre de policiers dans l'arrondissement. Donc 14 policiers affectés lors de la sortie d'école de la promotion de septembre au commissariat du 15e, mais encore autant qui vont arriver au mois de décembre, j'en espère encore plus. Mais c'est déjà un effort important. Je remercie le préfet de police et le ministre de l'Intérieur d'avoir renforcé les effectifs du commissariat du 15e d'une trentaine de personnels, quelques caméras de vidéoprotection également supplémentaires, un accord entre la ville de Paris, la préfecture de police et nous-mêmes. Et puis la mise en œuvre aussi depuis peu de nouvelles dispositions de la loi sur le narcotrafic qui nous permet dorénavant, qui permet au préfet de police d'ailleurs d'expulser des familles qui ont sombré dans le trafic de drogue. Et je dois dire que pas plus tard qu'il y a quelques jours, une opération de police a été menée dans le secteur. Donc il y aura sans doute des expulsions à venir. Des interdictions de paraître également qui ont été mises en place déjà dans un certain nombre de secteurs du 15e pour des personnes condamnées et qui sont condamnées soit à du sursis ou en prison. Et puis également la possibilité pour le préfet de police dorénavant de fermer directement des commerces qui peuvent servir aussi de support à des activités illicites. Voilà un certain nombre d'actions qui sont rendues possibles à la fois par de nouvelles lois, mais aussi par la mise en place de cette politique prioritaire de la ville, dont maintenant, je pense, Monsieur le Préfet va nous exposer les termes au niveau de l'État. Et puis oui, je voudrais quand même aussi rappeler l'intérêt des appels à projets. Il y a des appels à projets politiques de la ville, vous en parlerez peut-être, qui sont mis en place par l'État et la ville, qui permet aux habitants, je vous le rappelle, et aux associations de proposer des projets qui ensuite seront financés par l'État et par la ville. Et cette année, d'ailleurs, nous avons reçu pas mal de dossiers, beaucoup plus que l'an passé, signe de la vitalité et de l'engagement des acteurs locaux, que je remercie bien sûr et je félicite pour leur application. Je terminerai juste sur un point, mais ça nous amène dans un futur moins immédiat, qui est le lancement ce qu'on appelle une OAP, une opération d'aménagement programmée sur tout le secteur entre la porte de Vanves et le parc d'exposition quasiment, avec un réaménagement urbain assez consistant, voire considérable, sur 52 hectares. D'ailleurs, la concertation a largement commencé, elle a même presque abouti pour aboutir à une transfiguration complète du secteur, mais on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Ce n'est pas le sujet de ce conseil de quartier. Je vous remercie. Merci. Et donc, on a une première présentation avec Madame Sophie Jospin, il me semble. Pardon, Monsieur le Préfet, pardon. D'abord, Marc Zarouati, sous-préfet directeur adjoint du cabinet de préfet de la région Île-de-France. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, de votre invitation. Merci, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être là aux côtés de Monsieur Philippe Goujon, parce qu'effectivement, comme il le disait, quand on regarde, et il faut toujours regarder sur le temps long ces questions-là, on voit qu'au départ de la constitution de ce quartier politique de la ville, il y a d'abord les efforts inlassables de l'élu, du maire du 15e arrondissement pour pouvoir porter ce projet que donc nous avons accompagné.
avec la ville de Paris, de telle manière effectivement à pouvoir dans la nouvelle politique de la ville, la nouvelle carte de la politique de la ville au niveau parisien, créer donc 2 quartiers politiques de la ville dans cet arrondissement. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que, et on va le voir, la création de ce type de quartier déclenche en réalité un certain nombre d'effets possibles et un certain nombre de financements qui peuvent du coup être mobilisés pour les actions menées par les associations et par les administrés du 15e arrondissement et qui ne pouvaient pas forcément l'être avant. Et je trouve, monsieur le maire, que c'est une très bonne chose de faire un bilan d'étape, parce qu'un bilan d'étape, ça nous permet de voir déjà ce qui a été fait, ça nous permet aussi de regarder un petit peu ce qui reste à faire, et ça permet de montrer que finalement les choses avancent, même si, je le redis, en politique de leur ville, alors moi je vais surtout parler du volet prévention, je laisserai la préfecture de police évoquer les questions relatives à la sécurité, qui sont des questions extrêmement importantes, et je vous rejoins dans le fait qu'il faut articuler les unes avec les autres. Moi, je parlerai de la partie prévention, et il est important, effectivement, de voir tout ce qui a pu être fait. Alors, je voudrais juste commencer par dire que, avant la création des quartiers politiques de la ville, et en particulier de celui pour lequel nous sommes réunis ce soir, dans le 15e arrondissement, il y avait déjà des actions qui étaient menées, et des actions importantes qui étaient menées dans le 15e arrondissement. Entre autres termes, on n'est pas passé de 0 à 1. Il y avait un accompagnement déjà de l'État, en particulier sur la question du PRIGE, concernant l'emploi des jeunes, qui avait démarré avant la création du quartier politique de la ville, avec la mise en place d'actions d'insertion pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en situation de décrochage. Il y avait aussi un projet qui avait commencé à maturer avant, qui est la constitution de la structure mobile Microfolie, pour permettre de faire une ouverture culturelle pour ces quartiers grâce à son catalogue de peinture numérisée. Il y avait évidemment l'ouverture de la structure France Service, qui a d'abord été ouverte avec le PIMS, et puis plus récemment, c'est une autre association qui s'appelle les Jardins du Numérique qui a repris le flambeau au même endroit. Et on est vraiment très attaché à cette structure France Service parce qu'elle remplit vraiment son office, hein, et elle est plébiscitée par les habitants du 15e arrondissement. On finançait aussi avant, par la dotation à l'adulte au relais, le point d'accès au droit, la maison de la justice et du droit, le conseiller numérique de la mairie d'arrondissement, et puis un certain nombre de financements comme le FIPD. Mais il est vrai, et je pense que c'est le point important du message que je veux faire passer aujourd'hui, il est vrai que le classement de Brancion en quartier politique de la ville a permis de déclencher deux leviers d'action particulièrement forts. Le premier, vous l'évoquiez, monsieur le maire, ce sont les appels à projets politique de la ville. Et donc, c'est près de 100 000 € qui ont été d'ores et déjà versés aux associations pour ces projets-là depuis la création de ce quartier politique de la ville. Et évidemment, ça va continuer. C'est la possibilité de déployer des projets d'animation sociale, de sécurisation, mais aussi des projets au sein des immeubles sociaux, des immeubles qui sont détenus par les bailleurs, pour faire des travaux et du surentretien qui n'étaient pas possibles avant. Pourquoi ? Parce que dans les quartiers politiques de la ville, il existe un dispositif fiscal qui fait qu'une partie des taxes que les bailleurs doivent payer, eh bien ces taxes-là, ils ne les payent pas. Par contre, ils ne les gardent pas pour eux, ils doivent les utiliser pour soutenir les actions politiques de la ville. Et en particulier, en améliorant l'entretien dans les immeubles sociaux, en faisant des travaux, en soutenant des associations en pied d'immeuble, tous ces éléments-là qui permettent d'améliorer la vie collective et la constitution du tissu social. Et jusqu'à présent, rien que depuis le début de la création du quartier politique de la ville, c'est plus de 260 000 € qui ont été investis dans le cadre de cet abattement fiscal dans le 15e arrondissement. Je vais insister sur ces deux outils parce que ce sont des outils qui sont des leviers puissants et qui permettent en fait à vous tous, hein, bien évidemment les élus, l'ensemble des agents évidemment de la mairie du 15e arrondissement, mais vous tous, membres d'associations et personnes qui portaient des projets dans cet arrondissement, qui permet de pouvoir démultiplier les actions. Alors, en matière de politique de la ville, il faut regarder dans le temps long. Pourquoi ? Parce que l'enjeu de la politique de la ville, c'est bien évidemment d'améliorer la sécurité, la qualité de vie, mais c'est surtout de le faire en restaurant un tissu social qui parfois se désagrège, à la fois à l'intérieur du quartier, mais aussi et peut-être surtout dans les liens que le quartier entretient, ou n'entretient pas encore,
avec le reste de l'arrondissement, avec le reste de la ville. Donc cette restauration du tissu de telle manière à recréer des liens et à réinsérer les personnes qui vivent en quartier politique de la ville dans la dynamique globale de l'arrondissement et de la ville de Paris, ça c'est quelque chose qui bien évidemment, et vous le savez tous qui êtes présents ici, prend du temps. Et c'est la raison pour laquelle les contrats de ville, les contrats qui constituent la cartographie de la politique de la ville sont des contrats pluriannuels sur plusieurs années, parce qu'il faut du temps pour mettre ça en place. Alors on peut, puisqu'on n'est quand même pas tout à fait en décembre, mais pas loin, regarder un petit peu vers 2026. Et en 2026, eh bien, on a déjà des tendances qui s'esquissent sur ce qu'on va déployer dans le cadre de la politique de la ville. En particulier, on va améliorer le dispositif de prise en charge des enfants scolarisés en difficulté. On va mettre en place un dispositif, quand je dis on, bien évidemment, c'est la mairie du 15e arrondissement, la ville de Paris et l'État. C'est-à-dire on, c'est ensemble. On va mettre en place un dispositif de réussite éducative et le consolider pour pouvoir offrir une prise en charge individuelle à des enfants dans des problématiques qui sont des problématiques connexes aux problématiques scolaires, mais qui jouent beaucoup dans la scolarité, comme les problématiques de santé, les problématiques d'accompagnement à la parentalité, ou encore l'accès à certains loisirs, de telle manière à avoir une enfance équilibrée. 2026, ça sera aussi l'année de la création du Conseil citoyen pour les QPV du 15e arrondissement. Et les conseils citoyens, c'est vraiment un élément important, dans la mesure où ça permet de récolter la parole des habitants et de faire le lien avec les institutions. On aura aussi la création d'un poste de médiateur emploi qui ira à la rencontre des habitants de plus de 25 ans en recherche d'emploi. Donc voilà, tout ça pour dire, évidemment, ce n'est pas une liste du tout exhaustive, tout ça pour dire que l'État est bien présent dans cet arrondissement, monsieur le maire, et nous sommes très heureux de contribuer avec vous à ce travail dans le quartier QPV Brancion qui mérite de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces financements. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, pour ce propos. Et je laisse donc la parole aux équipes Leïla Le Boucher-Bouache et madame Sophie Jospin pour compléter ce qui n'aurait pas déjà été présenté et puis faire un bilan des actions dans le quartier. Et garder ensuite du temps pour pouvoir échanger tous ensemble sur vous aussi, votre ressenti d'habitantes et d'habitants du quartier. Bonsoir. Donc Leïla Le Boucher-Bouache, je suis adjointe au bureau politique de la ville, préfecture de Paris, préfecture de région, et je prends la parole en l'absence de la déléguée du préfet qui arrivera donc au 1er janvier puisque notre précédent délégué du préfet est parti. Donc en attendant, j'assure l'intérim, mais donc, et vous êtes les premiers à le savoir, la déléguée du préfet arrive au 1er janvier. Donc je vais revenir un petit peu globalement sur ce qu'est la politique de la ville, même si ça a largement été expliqué en propos introductifs. Donc effectivement, l'objectif est de réduire les inégalités de développement dans les quartiers identifiés en politique de la ville, donc avec des indicateurs socio-économiques plus bas que dans les autres quartiers, avec pour objectif d'intervenir plus particulièrement sur des thématiques comme l'emploi, l'insertion socio-professionnelle, l'éducation, ce qu'on appelle le lien social et le cadre de vie. Donc ça, et c'est en lien effectivement avec la dynamique associative, le tissu associatif local, et d'autres thématiques comme la culture, le sport et les loisirs, et plus particulièrement en direction de typologies de publics que sont les familles, les jeunes et les enfants, plus principalement, et aussi beaucoup, et pas des moindres, les seniors. Donc voilà, donc plus particulièrement pour revenir sur la géographie prioritaire en politique de la ville. Donc pour Paris, on distingue on va dire deux géographies prioritaires. Donc la géographie prioritaire au sens de l'État, stricto sensu, donc ce qu'on appelle un quartier prioritaire, donc que vous voyez en orange ici, donc qui compte environ 2300 habitants. Et puis à Paris, on a la particularité d'avoir une géographie prioritaire plus étendue. Oui, pardon, Sophie Jospin, donc pour la ville de Paris, le service politique de la ville. Cette géographie un peu plus large qu'on appelle la géographie des quartiers populaires, qui inclut le quartier prioritaire de l'État, mais qui se déploie un peu plus largement parce qu'il utilise d'autres critères. En l'occurrence, donc c'est pas très lisible, mais bon, c'est la partie plus jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien, un peu plus large, et qui représente à peu près un peu moins de 11 000 habitants. Alors je reprends un peu le support qui a été évoqué et les éléments qui ont été évoqués par monsieur le maire et monsieur le préfet sur les questions
d'animation, la manière dont les services politiques de la ville, côté ville comme État, tentent d'animer la dynamique et de l'espace public et des associations. L'animation côté association, notamment, on l'a dit et on pourra revenir dessus un peu plus tard, c'est effectivement via un appel à projet partagé entre l'État et la ville. Ça, c'est un gros travail qui a été mis en place pour la première année, en fait, cette année, pour 2025. C'est la véritable première année en exercice complet de la politique de la ville, côté État comme côté ville. Et c'était globalement déjà une très belle première année. Il y avait une dynamique associative dans cette année 2025 avec l'arrivée de pratiquement une quarantaine de projets sur les 2 territoires, ce qui est pas anecdotique pour une première année et même pour un résultat d'une équipe de développement local et d'un territoire en politique de la ville prioritaire. Et donc c'est une dynamique qu'on fait en lien, alors c'est en lien serré avec les associations et les autres services, ceux de la police municipale un peu moins, puisqu'on n'est pas sur une politique de sécurité, mais une politique de prévention pour la politique de la ville. Tu veux ajouter un truc ? Oui, peut-être pour illustrer un petit peu ce que dit Madame Jospin, c'est que par exemple pour l'appel à projet politique de la ville VVV en 2024, il y avait 12 projets qui avaient été déposés du côté de l'État. En 2025, il y en a eu une cinquantaine. Donc en 2024, on a pu financer 8 projets en politique de la ville. Contre cette année, on en a financé 24. On a un autre appel à projet qui s'appelle Quartier d'été du côté État. Idem, l'année dernière, on a eu très peu de projets. Cette année, on a pu financer 8 projets. Encore un autre appel à projet qui s'appelle Explore l'Europe et qui propose des séjours en direction des 16-25 ans. Cette année, on a financé 2 gros séjours pour des jeunes du 15e arrondissement cet été sur cet appel à projet. Donc effectivement, on a vraiment une grosse progression en 2025 sur la dynamique politique de la ville. Et puis, comme le disait Monsieur le maire et Monsieur le sous-préfet, Monsieur Zarouati, on a aussi pu créer ce qu'on appelle des postes adultes au relais. Donc c'est ce qu'on appelle une aide au poste. Et donc ce sont ce sont des postes qui prennent du temps puisqu'il faut créer un profil de poste, il faut construire un projet. Et puis on a pu cette année créer 2 postes. 2 postes adultes au relais, donc avec effectivement, on va dire, des missions qui sont vraiment celles qui relèvent de la politique de la ville. Donc ça a été quelque chose de possible en un temps assez court. Donc on est très satisfait, nous, effectivement, de cette montée en puissance de la politique de la ville sur le 15e. Sur la piétonisation expérimentale de l'avenue Bartholomé, je ne vais pas je vais pas aller plus avant là-dessus. C'est un projet qui est dans une perspective d'un projet urbain dans un temps un peu plus long. Nous avons accompagné et tenté d'accompagner ces animations qui ont eu lieu, en tout cas sur une partie de l'été, en tout cas au mois de juillet, sûr. Au mois d'août, c'était plus compliqué, mais pour tout le monde. Et enfin, je voulais un peu revenir sur le nouvel espace, le lieu commun, qui est un travail, c'est un long travail qui a été engagé avec Paris Habitat, comme ça a été dit, qui met à disposition ce local. On est encore un peu en rodage. On a commencé un peu doucement. C'est pas facile de faire naître un lieu comme ça, mais là, je pense qu'on commence à avoir un petit rythme de croisière qui fait qu'on a à peu près, elles sont pas toutes citées là, mais une quinzaine d'associations qui sont actives. Ça ne veut pas dire un local qui est ouvert tout le temps, mais c'est un local qui peut être ressource ponctuellement et qui en tout cas peut déjà avoir, je vois Alpha 15 de la linguistique, l'opportunité d'avoir des permanences hebdomadaires régulières et nécessaires sur le territoire, parce que c'était aussi des champs qui étaient un peu manquants. Jardins numériques ont été cités, l'APP 15 qui fait aussi quand c'est ouvert et que le rideau fonctionne, on est bien d'accord. Voilà. On est encore en train de roder
la dynamique, mais ce début d'année commence bien avec une belle dynamique de possibilités. Il y a le village aussi qui profite de ce lieu pour faire des permanences sur les questions de parentalité, à venir des actions autour du livre. Enfin, tout est encore un peu à construire. Et vous êtes d'ailleurs bienvenus si vous avez tous habitants des demandes un peu spécifiques, du coup, où ce lieu pourrait être ressource. Soyez les bienvenus à revenir vers nous et la mairie du 15 sur ces sujets. Sport santé, je continue. Sport santé et nutrition. C'est un sujet qui est très porté par la mairie du 15. Madame Serrac et Monsieur le maire sont très, très intéressés à soutenir tout type d'activité sur les questions de santé et sur les questions aussi de vieillissement de la population. Beaucoup d'activités ont été mises en place, fléchées par des partenaires qui sont embarqués par la politique de la ville, évidemment, pour atterrir sur ces territoires, avec une attention particulière. Et en particulier, la politique de la ville, c'est un poste dédié sur les questions de santé dans les territoires, qui s'appelle, un acronyme supplémentaire, l'atelier santé ville, ASV, et qui est un poste du coup d'une autre direction, qui est la direction de la santé publique, mais qui est dédié sur des activités sur ces deux territoires, alors en l'occurrence le vôtre. Jusqu'à présent, alors ce poste, c'est une femme, Leïla Hamidi, que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontrée, qui est rencontrable assez facilement et qui a surtout vocation à travailler avec les partenaires pour monter des projets à destination des publics. Beaucoup de choses ont déjà été faites avec les écoles, Brancion notamment en ce qui vous concerne, c'est sûr. Des actions aussi sur des questions de dépistage. En fait, ils vont en priorité faire redescendre les dispositifs du service de la santé publique en priorité sur les territoires, en essayant d'être au plus près. Plusieurs actions ont déjà eu lieu, d'autres vont arriver. Je pense à des séances de dépistage dans l'espace public, sur un certain nombre de pathologies ou de choses comme ça. Voilà, pour les grandes lignes. Ensuite, sur le domaine de l'emploi et de l'insertion, comme le disait monsieur le sous-préfet, donc le déploiement du PRIGE, qui est en gros un conseiller de la mission locale en appui de toute l'ingénierie de la mission locale de Paris, qui intervient plus spécifiquement pour faire ce qu'on appelle de l'aller vers, mais aussi de l'accompagnement individuel des jeunes de moins de 25 ans en insertion, en parcours d'insertion. Donc le PRIGE continue, il existe depuis 2023 sur le 15e arrondissement, donc avant l'entrée en géographie prioritaire. Donc il fonctionne assez bien sur le 15e arrondissement. Depuis l'existence du PRIGE, il y a 140 jeunes qui ont été accompagnés sur les quartiers, qui ont été accompagnés plus particulièrement sur ce dispositif. Avec ce qu'on appelle nous des sorties positives, il y en a 90, donc c'est quand même un très bon chiffre. Quand on entend par sortie positive, ce sont des jeunes qui entrent en formation, qui introduisent un autre dispositif d'accompagnement, d'insertion, ou qui tout simplement retrouvent un emploi. Donc ça, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui continue à bien fonctionner. Donc on souligne aussi plus particulièrement des partenariats avec Action et Transition, Créateo, France Travail, Umando et Basics, et évidemment la mission locale sur lesquelles l'entrée en géographie prioritaire nous permet de consolider et de travailler encore mieux autour effectivement de l'insertion des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Ça nous permet, et là je fais un petit peu le pont avec l'organisation de forums et job dating, de pouvoir co-construire et de se mettre autour d'une table plus souvent pour pouvoir construire des forums et des événements qui sont véritablement ancrés localement, co-construits avec des acteurs associatifs et qui répondent aussi aux besoins des jeunes et des moins jeunes qui sont accueillis dans les structures d'accompagnement, que ce soit France Travail, la mission locale ou les acteurs associatifs. Ça permet de construire des actions qui sont plus locales.
Sinon, on a un autre dispositif qui a été introduit aussi qui s'appelle le dispositif AVEC. Donc, on appelle ce dispositif, c'est aller vers l'emploi dans les quartiers. Donc, c'est un petit peu le même principe que le dispositif PRIGE. Donc, c'est un médiateur emploi qui est donc recruté pour faire de l'aller vers, donc qui va au-devant, qui est présent dans les structures associatives, qui va aussi déployer des permanences dans des structures associatives qui sont pertinentes. Le lieu commun, par exemple, pourrait être un lieu pertinent et d'autres acteurs associatifs. Donc ça, c'est un dispositif qui va se déployer. On a une rencontre très bientôt pour que ce médiateur a été recruté. Et aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est qu'il arrive sur le quartier et qu'il puisse déployer des permanences et introduire, on va dire, tout le tissu et toute la dynamique locale sur le sujet. Et puis, il y a aussi la clause sociale dans les marchés publics, avec donc des heures qui sont dédiées à des publics qui sont éloignés de l'emploi. Donc effectivement, voilà, vous avez la déclinaison du nombre d'heures qui sont dédiées pour ces publics, notamment sur les travaux de l'Aqua Boulevard, de la Tour Triangle et de l'Institut Pasteur. Culture et éducation, alors c'est des thèmes qui sont un peu larges, hein. La prévention du décrochage, Monsieur le maire l'a évoqué, c'est ce qu'on appelle la réussite éducative, qui est un dispositif qui allie les services politiques de la ville et surtout l'éducation nationale. Il s'est porté par un gros dispositif qui est un GIP. Toujours est-il que ça, c'est aussi un dispositif très fort de la politique de la ville qui va atterrir dans le 15e arrondissement. Cette année, je pense, 2025 bien entamée et début 2026 va surtout être l'occasion pour les deux territoires qui vont être impactés par donc Falguière comme ici Brancion, de travailler avec l'éducation nationale et les collègues du rectorat pour repérer les écoles. C'est encore quelque chose qui est en montage, mais je pense que dès la rentrée 2026, la réussite éducative va pouvoir se déployer. Attention, la réussite éducative, je me permets de le dire parce qu'on attend de résultats. Si on attend des résultats, c'est un accompagnement individuel d'enfants qui ont des difficultés de scolarité et qui habitent et qui résident dans les territoires qui sont impactés par cette géographie. Autrement dit, ce n'est pas un travail sur une école globale, hein, ça va être un accompagnement individuel. Effectivement, des questions de santé, des questions de culture, des questions de parentalité, un travail en lien avec une association qui, à l'échelle parisienne, a nouvellement d'ailleurs la charge de ce dispositif qui est Synergie Family, qui est peut-être connu d'un certain nombre d'entre vous. Ça aussi, c'est des postes dédiés pour de l'accompagnement, et ces accompagnements sont aussi essentiellement des ressources locales et associatives. Association de sport, association de je sais pas quoi, d'ailleurs je sais pas, de soutien scolaire, de culture, ça va être pour une prise en charge d'un accompagnement via des associations locales et franchement, en une année sur Brancion comme sur Falguière, il y a eu une émergence et une dynamique d'associations qui vont être de vraies ressources en proximité pour les jeunes résidents de la réussite éducative. Donc c'est un work in progress, mais qui va arriver bientôt sur le territoire en efficacité, réalité. C'est ça qu'on dit, efficacité. Accès à la culture, un territoire assez riche, le 15e évidemment parce que beaucoup d'équipements, mais aussi un territoire assez riche parce que l'offre culturelle assez large, hein, pas forcément une offre culturelle des théâtres ou du Sylvia Montfort qui quand même s'ouvre quand même beaucoup et qui, en lien d'ailleurs avec l'arrivée de la politique de la ville, ouvre ses portes de manière un peu différente sur des projets spécifiques.
C'est des financements aussi très appuyés par la politique de la ville, mais aussi par les partenariats qui sont connus de la mairie du 15 et envoyés par la mairie du 15 sur des offres associatives plus ponctuelles et qui ont été, franchement, dans l'appel à projet politique de la ville, globalement, une offre majeure et d'assez bonne qualité par le soutien d'activités de petits assos qui ont pu déployer des projets assez réguliers sur l'espace public ou pas. Voilà. Autre gros dispositif que la politique de la ville en lien avec la DAC, c'est les tandems. Les territoires de Falguière et Brancion sont en tandem avec un gros équipement culturel parisien qui s'appelle l'Orchestre de Chambre de Paris. Des choses sont déjà passées pour l'année dernière côté Falguière. Il y a des choses je tourne vers Madame Hunon qui me dit oui, ça arrive. Des choses vont se passer, puis le village aussi, je crois que vous êtes dans le projet d'un événement autour d'ateliers autour de la musique de chambre, musique orchestre de chambre. Voilà, une offre qui s'étaye, disons, y compris sur des associations locales, qui d'un seul coup ont des moyens, via des financements, de faire des propositions. Voici le petit tour de piste, effectivement, thématique. Donc là, maintenant, en matière de perspective, on en a déjà un petit peu parlé. Donc effectivement, on parle beaucoup de la montée en puissance du tissu associatif. Donc forcément, on est dans une poursuite de ce qui a été engagé depuis 1 an et demi. Donc là, c'est vraiment un travail de maillage territorial et de développement territorial qu'on continue à mettre en place, avec des coordinations entre les acteurs publics, les acteurs associatifs. Donc ça, évidemment, on continue. Et je pense que à ce stade aujourd'hui, donc le lancement de l'appel à projet politique de la ville et VVV est clôturé. Il s'est ouvert au mois de septembre et s'est clôturé au mois d'octobre. Alors oui, donc politique de la ville et VVV, c'est ville, vie, vacances. Donc côté ville, c'est un autre appel à projet qui est porté et piloté par la DESOL, donc la Direction des Solidarités. Et du côté de l'État, c'est un appel à projet qui est conjoint avec la politique de la ville. Donc cet appel à projet, c'est clôturé et aujourd'hui on a une visibilité sur le nombre de projets qui a été déposé et on est encore sur un nombre supérieur à 2025. Je crois que du côté de la ville, il y a à peu près 70 projets qui ont été déposés et du côté de l'État, on est à peu près à une 60aine de projets, donc une bonne dizaine de plus que l'année dernière. Donc on en est très satisfait et on voit qu'on continue effectivement à monter en puissance sur cet appel à projet, donc on en est très satisfait. Donc effectivement, on revient sur le type d'action qu'on souhaite mettre en œuvre dans le domaine du sport, de la santé, de l'emploi, de la culture et évidemment aussi en matière d'accès aux droits, avec, comme disait monsieur le sous-préfet, un France Service qui aujourd'hui est repris par les jardins numériques, notamment. Ensuite, une mobilisation aussi des bailleurs sociaux. Donc ça, c'est via effectivement le dispositif, via ce qu'on appelle l'abattement TFPB. Donc sur la taxe foncière et le bâti. Comme disait aussi monsieur le sous-préfet, monsieur Zarouati, c'est un investissement financier de la part des bailleurs pour pouvoir financer des actions, pas que, mais notamment sur la sécurisation, sur les travaux, sur de l'entretien, sur ce qu'on appelle du surentretien, mais aussi sur des actions de lien social. Donc en 2025, ça a bien fonctionné, voire même très bien fonctionné. Donc ce sont quand même des enveloppes qui sont assez conséquentes, aux alentours entre 50 000 et 60 000 euros pour des actions de lien social. Donc là, on continue à travailler ces questions-là en matière de perspective pour 2026. Donc, et puis, comme le disait aussi Sophie Jospin, on accompagne aussi le lieu commun donc, pour pouvoir, pour qu'il y ait davantage d'acteurs associatifs qui y soient présents, qui soient de mieux en mieux connus par les acteurs, par les habitants. Et enfin, donc, comme le disait aussi monsieur le sous-préfet, là on est en train de mettre en place une instance de participation citoyenne qu'on appelle le Conseil citoyen. Donc cet été, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt sur l'ensemble des arrondissements parisiens, avec effectivement cette perspective de création d'un Conseil citoyen pour le 15e arrondissement. On a un certain nombre de candidatures aujourd'hui et on va proposer très prochainement une première rencontre
au niveau local sur tous les habitants qui ont répondu à cet A&I pour le 15e arrondissement. Et puis on va être aussi reçu à l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour une présentation de la participation citoyenne et de ce qu'est un conseil citoyen dans le cadre du contrat de ville, en direction de tous les membres des conseils citoyens parisiens. Ensuite, pour conclure, il y a effectivement le projet de réhabilitation du secteur Bartholomé-Brancion en lien avec la Biville de Paris et les bailleurs sociaux. Est-ce que tu souhaites en dire un mot complémentaire ou peut-être que tout a été dit? Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous coupe. Oui. Ajouter en termes de participation aussi un projet qui est porté par l'État et par la ville de Paris en politique de la ville, c'est le fonds de participation des habitants. Je suis désolée, hein, on est plein d'acronymes. FPH, fonds de participation des habitants. Alors ça, c'est en principe destiné à des financements. C'est des petits financements qui sont donnés à des projets d'habitants. Des quartiers s'ils ont une envie d'un projet qui profite au plus grand nombre. C'est souvent des financements, c'est grosso modo 800 €. Hein. C'est des financements qui ont vocation à faire des événements festifs, mais ça peut ne pas être que festif. Ça peut être festif et culturel. Voilà. Pour l'instant, en propre, il n'y a pas de FPH 15, ça va arriver, parce que c'est un FPH, c'est porté en général par un centre social, ce qui n'est pas encore existant dans le 15e, parce qu'il faut des structures qui aient un rayonnement assez large. Pour autant, avec l'État et la mairie du 15 et la ville, on a pensé que c'était un peu idiot que le FPH puisse pas profiter ponctuellement à des habitants qui avaient des projets ou à des associations qui n'avaient pas encore été financées, grosso modo, hein, petites associations qui n'ont pas été financées. Et du coup, et pardon encore, monsieur le maire, le FPH aujourd'hui, c'est le centre social Maurice Noguès dans le 15e qui a bien voulu accompagner... Ah non, pardon, excusez-moi. Dans le 14e, voilà, c'est pour ça que je m'excusais, mais... je projette déjà, qui a bien voulu, gentiment, accompagner la possibilité de ces projets qui peuvent être portés par des habitants. Depuis le FPH, donc depuis 2 ans, on doit être à peu près une dizaine de projets qui ont été déposés pour... voilà, on pourra vous en faire... D'ailleurs, on pourrait en faire l'occasion d'un petit retour pour vous signaler l'ensemble de ces projets, mais dans un autre contexte qu'ici, je pense. Merci beaucoup et merci d'orchestrer tous ces dispositifs parfois complexes dans les acronymes. On va ouvrir la discussion à tous les conseillers et conseillères de quartier, puis à la salle. Est-ce que un conseiller ou une conseillère de quartier veut poser une question, réagir, répondre? Puisque nous avons plusieurs intervenants pour vous répondre. Oui, Claire Truffedy de l'association Le Village. Bonjour, donc en effet, je suis Claire Truffedy de l'association Le Village, mais je suis aussi habitante de l'avenue de la Porte-Brancion. Donc moi, ça me tenait à cœur qu'on aborde ce sujet aujourd'hui parce que, en effet, il y a 2 ans, lors d'une des premières réunions du conseil de quartier, il y avait eu la présentation, enfin un peu moins de 2 ans du coup, de l'entrée en politique de la ville, et c'était très abstrait pour tout le monde. Je me souviens qu'il y avait eu plein de réactions d'ailleurs dans le public sur le fait que bah oui, c'est super, c'est des chiffres, c'est des dispositifs, mais on n'y comprend rien et on voit pas du tout ce que ça a comme effet dans notre quotidien. Moi, ce que je voulais témoigner aujourd'hui, c'est de l'effet que ça a dans mon quotidien en tant que mère de famille monoparentale, habitante juste au coin de la rue. Et je le vois au quotidien parce que à la fois mon bailleur il va me proposer tout un tas de dispositifs du type avec Action et Transition qui peut venir faire des petits travaux chez moi ou m'aider à monter un meuble gratuitement, ce qui n'existait pas avant. Je peux participer, emmener mes enfants faire des stages au CPA, au Centre Paris Anime qui est juste à côté, gratuitement également. Je peux également bénéficier de vacances à prix modique. Je peux faire des ateliers éco-citoyens avec Créatéo en bas de chez moi aussi. Je peux bénéficier de sorties à moindre coût. Et il y a aussi
comme l'a dit Sophie Jospin, je pense une offre culturelle qui est arrivée dans notre quartier, et ça c'est à souligner parce que c'est riche. Et pour les familles qui ont des enfants en bas âge notamment, il y a quand même une question de mobilité. On n'est pas hyper bien desservi dans ce quartier-là en termes de, voilà, notamment quand on doit aller à la mairie du 15e, il y a de super choses qui se passent sur le parvis, mais c'est au moins 30 minutes de trajet. C'est pas toujours évident. Et bien là, on a plein d'offres qui est venue à nous, et ça, je tenais à le souligner. Parce que c'est ça, je le vois l'effet, et j'en discute beaucoup avec les familles de l'association. Ça a un effet concret sur ça nous facilite la vie au quotidien, et c'est à souligner, et on en voit les effets concrets. Les seuls points, on va dire, d'amélioration là pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. C'est en effet continuer à se connaître de mieux en mieux entre acteurs qui interviennent sur le quartier, parce que qui dit entrée en politique de la ville dit aussi afflux de nouvelles associations qui sont implantées dans d'autres quartiers, qui arrivent, et c'est super pour faire des belles propositions, mais il faut que tout ça s'articule correctement. Et puis également, du coup, la nécessité d'avoir des locaux plus grands, plus vastes. Alors le lieu commun, c'est un bon début, en effet, c'est un bon appui, mais ça reste un équipement ouvert à 19 personnes maximum simultanément, parce qu'il n'y a pas d'issue de secours, donc forcément ça limite les temps festifs en dehors voilà, quand il fait beau, on peut se retrouver dehors. Il y a eu l'Oasis piétonne, c'était un bel espace pour le faire. On attend justement vivement que ce soit renouvelé, mais des lieux en intérieur, ça serait super. Voilà. Merci. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Pour rentrer tout à fait dans le concret, je voudrais vous présenter une opération qui s'appelle... Excusez-moi, je m'appelle Yves-Claude Martin. J'interviens ici au profit de l'association Entraide et de son prolongement Mixage qui se trouve au sein du Périchaud. Cette association qui est déjà bien implantée dans le 15e, mais on fait surtout dans notre quartier Brassens, qui quand le quartier QPV a été installé, a proposé un projet Lire à Brancion-Périchaud, qui est maintenant actif, puisque nous avons mis en place cette action qui consiste à donner des livres tout en restant en contact étroit avec les bénéficiaires de ces livres donnés, de manière à les faire participer à des animations dans lesquelles, les petits clubs de lecture, dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer sur le livre qu'ils ont lu. Donc on donne le livre, moyennant en échange de la participation à une animation. Et d'ores et déjà, grâce aux accueils qui ont été installés grâce à la mairie de Paris, grâce à la mairie du 15e, sur les dernières fêtes, que ce soit au Parc Brassens ou à la Porte Brancion, nous ont permis aujourd'hui d'avoir 25 enfants de 9-10 ans avec lesquels nous avons une relation suivie. 5 ou 6 ont déjà participé à un petit club de lecture et nous allons poursuivre et augmenter cette action. Alors, pourquoi la lecture ? 9-10 ans, parce que c'est le moment où les écrans ne sont pas encore devenus véritablement les compagnons de vie, comme on dit maintenant, qu'ils vont devenir. Ils sont encore dans l'influence des parents, voire des grands-parents. Or, l'association Entraide et Mixage a une relation suivie avec les seniors de ce quartier et plus largement, notamment avec de l'aide à domicile. Et nous travaillons dans cette perspective intergénérationnelle. On s'est aperçu qu'il fallait essayer de prolonger au mieux cette relation enfant-famille, alors que bien souvent l'initiation à la lecture aura été effectuée par les parents et les grands-parents dans les lectures enfants. Et on essaye de prolonger et de tirer ça vers une place singulière de la lecture à côté des écrans. On ne se positionne pas contre les écrans, mais à côté, de manière à ce que la lecture puisse conserver ce moment, je dirais, d'intimité, d'imaginaire, dont on sait qu'ils sont essentiels à la constitution d'une personnalité affirmée, développée, avec des perspectives économiques, personnelles, individuelles et même citoyennes
conséquente. Il y a eu beaucoup d'études et beaucoup de choses qui sont parues sur ces sujets-là récemment, et donc nous avons décidé de nous y investir le plus concrètement possible, et grâce effectivement à un financement qui a été obtenu dans le cadre de ces appels à projets, nous allons poursuivre cette action. J'insiste beaucoup sur cette tranche d'âge, la relation avec les familles, l'intergénérationnel, le fait que dans des lieux d'accueil du public où on trouve les familles et les enfants avec leurs familles, on a pu créer un lien durable d'ores et déjà dans notre QPV avec 25 enfants. Et donc, voilà ce que je peux apporter comme contribution ce soir. Merci. Merci pour cette contribution et bravo pour ce projet de lecture. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle également? Oui, monsieur au premier rang, si on peut lui amener un micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Je suis Jean-Michel Campoux, je fais partie du bureau de l'association de défense des locataires Brancion Solidarité. Et j'ai entendu que dans vos discours et vos présentations, qu'il pouvait y avoir des appels à projets concernant le suréquipement, enfin le sur... Oui, et voilà, le surentretien. Et je voulais savoir tout simplement comment on pouvait instruire ce dossier-là. Question simple, est-ce qu'on peut avoir une réponse ou c'est... Je sais pas, de suite. Désolé, je vous prends au dépourvu. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'appel à projet sur les questions de surentretien. Par contre, oui, dans le cadre de cet abattement qui a été évoqué, il y a une partie des financements qui peuvent être engagés sur le surentretien. Du coup, vous êtes dans une amicale, si j'ai bien compris. Ouais. Ça peut être intéressant de dialoguer. Alors, à ce moment-là, vous n'allez pas tout de suite dialoguer avec les responsables de sites qui sont j'imagine, vos interlocuteurs réguliers à Paris Habitat. Mais effectivement, peut-être faire remonter via nous des demandes un peu spécifiques, parce que du coup, c'est pas la même chose. Voilà, l'abattement de la TFPB, c'est quelqu'un qui est à un autre niveau, un poste qui n'existait pas vraiment, si, un petit peu quand même, mais qui n'existait pas de manière dédiée. Et du coup, ça peut être intéressant de faire remonter ça, et parce qu'on peut mettre des choses en place, en lien avec les bailleurs, évidemment, et l'État. Mais... Le principe du... Alors, je me retrouve... Toi ? Allez, toi. En gros, le surentretien, le bailleur s'engage à intervenir plus qu'il ne le fait dans les autres résidences. Voilà. Après, il est difficile, effectivement, de pouvoir... de pouvoir constater qu'il y a du surentretien. Puisqu'en général, dès lors qu'on intervient sur du surentretien, ce sont souvent dans des endroits qui sont extrêmement dégradés, quotidiennement. Et malgré tout, malgré le surentretien, souvent, les habitants voient assez peu les résultats. Or, pour autant, il y a du surentretien. Alors, oui, juste un mot à ce sujet. Il n'y a pas un droit au surentretien pour tous les immeubles qui sont en secteur public de la ville. C'est un choix, en fait, qui est fait entre éventuellement l'association locataire et le bailleur social. Il peut y avoir des défauts d'entretien, il y en a d'ailleurs. Dans un certain nombre d'immeubles. D'ailleurs, il y a une rénovation générale qui va être entreprise dans ce secteur dans le cadre de l'opération d'aménagement programmé que j'évoquais tout à l'heure. Mais voilà, il faut que vous identifiez un certain nombre de défaillances, de dysfonctionnements, et que vous les adressiez aux bailleurs ou à nous-mêmes, effectivement, que ce soit, je sais pas, à la mairie du 15e pour qu'on relaie auprès des bailleurs. Nous, on est en relation permanente, bien sûr, avec les bailleurs sociaux du 15e. Donc, on fait passer des messages, on peut appuyer des demandes. Mais voilà, il n'y a pas un droit, c'est une possibilité qui existe quand il y a vraiment des gros dysfonctionnements. Mais il y en a, donc n'hésitez pas à saisir les autorités. Il faut qu'effectivement on puisse les identifier et les prioriser et les faire remonter pour nous, dans nos dialogues avec le bailleur, justement sur cet abattement, qu'on puisse investir du surentretien sur effectivement... Peut-être juste, oui, un exemple, mais je voulais juste dire que, en fait,
la définition de cet objet, c'est qu'en fait, ce dispositif, il contraint le bailleur à verser plus spécifiquement pour ces résidences qui se trouvent en quartier politique de la ville, une somme qu'il n'aurait pas versée sinon. Voilà, c'est ça l'idée. Et le travail qu'on mène avec le bailleur au niveau de la ville et au niveau de l'État, c'est un travail un peu dans la dentelle. Et c'est vrai que du coup, c'est très important que vous fassiez remonter un certain nombre de choses parce que, bien évidemment, le bailleur ne multiplie pas les interlocuteurs qu'il va avoir pour pouvoir faire ce travail. C'est déjà un travail qui est compliqué. Donc, ces interlocuteurs privilégiés, c'est la ville et c'est l'État. Hein. Mais par contre, nous, on gagnera tous collectivement à avoir vos remontées, parce que c'est à partir de vos remontées qu'on peut mettre l'accent sur tel ou tel point. Sachant, comme le disait monsieur le maire, que ce n'est pas un droit à voir son immeuble rénové dans l'année. C'est pas ça. Il y a une somme importante qui est fléchée. Alors, elle n'est pas fléchée forcément sur tel QPV ou tel autre. Hein. C'est vraiment une réflexion à l'échelle de la municipalité. Mais l'idée, bien évidemment, et c'est sur ça qu'on travaille, c'est d'avoir une répartition qui soit assez équitable. Et cette somme, effectivement, vous avez raison, monsieur le maire, qui est importante. Hein, je la citais tout à l'heure, pour ce quartier politique de la ville depuis sa création, donc qui est quand même récente. On est à près de 270 000 €. Hein, donc, ce n'est pas rien en termes d'investissement. Et ça sera de plus en plus important. Donc, c'est important qu'on ait vos remontées. Voilà, c'est important qu'on ait vos remontées. Parce que plus on a de remontées, plus on a une vision précise des sujets et plus la discussion qu'on peut avoir avec le bailleur est précise et informée. Merci. Madame Jospin. Oui, je voulais juste préciser que là, c'était, comme on le disait, un peu la première année d'exercice en plein pour la politique de la ville, y compris pour les bailleurs sur cet exercice-là. Mais ce que prévoit aussi ce dispositif-là, c'est des, comment on appelle ça, des marches, marches exploratoires qu'on pourra fixer avec la ville, les bailleurs et vous, représentants des locataires et des associations ou amicales de locataires, pour faire un repérage justement de l'ensemble des dysfonctionnements. Alors très vite, j'imagine qu'on pourrait avoir une liste du Père Noël qu'on ne va pas pouvoir gérer, mais ensemble, on pourra donc prioriser ou, voilà, et avoir des réponses concrètes. C'est un peu parce que c'est la première année là, que tout ça arrivait, qu'on n'a pas vraiment eu le temps, mais le problème, c'est que d'ailleurs, ça va être dans l'hiver, il faut le savoir. Il va faire froid. Il faudra prévoir une épaisseur supplémentaire. Voilà. Merci. Une demande d'intervention d'Isabelle Roy. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir fait ce très brève présentation du bilan qui a été mené depuis presque 2 ans maintenant. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Sophie Jospin au début, et puis j'aurai une question aussi. Juste pour rappeler, tout à l'heure, Sophie Jospin a évoqué les quartiers populaires, qui est une géographie territoriale qui est plus étendue que les quartiers politiques de la ville, qui concerne quand même 20% des Parisiennes et des Parisiens. Ça fait 7 quartiers dans le 15e. Et pour rappeler en fait que la ville de Paris s'est engagée à investir quand même 25% de son plan d'investissement sur la mandature et de mobiliser notamment plus de crédits au niveau des budgets participatifs. Je pense que c'est maintenant un dispositif que chacune et chacun, je pense, vous connaissez bien. Dans le 15e, c'était en 2025, je crois, plus de 7 millions d'euros et plus de 2 millions d'euros pour les quartiers populaires. Et dans ce dispositif des quartiers populaires, en fait, ça repose sur 3 axes. Un axe qui est de donner plus de moyens, et notamment avec un soutien aux associations et aux acteurs locaux. Et je remercie déjà les 2 associations qui ont témoigné ce soir. Vous faites vraiment... Il y a d'autres associations qui sont ici à cette table. Il y en a si certainement dans la salle aussi. Mais vous faites vraiment un travail formidable parce que c'est important ce que vous faites en termes de création de liens sociaux, de rupture, d'isolement que peuvent ressentir certaines familles ou aussi des seniors. Vous amenez vraiment quelque chose de très important au niveau de ce quartier, en menant aussi des actions de solidarité, en faisant les offres. Donc vraiment, merci en tous les cas de votre mobilisation sur ce terrain. Et il y a 2 autres actions sur les quartiers populaires, c'est d'adapter aussi les politiques publiques. On a beaucoup parlé de aller vers. Aller vers, c'est-à-dire que au lieu que les personnes viennent dans des locaux ou dans des administrations, on va vers elles, on fait un peu de la politique hors les murs. Et puis le 3e volet, c'est celui de la participation citoyenne, c'est faire
tous ensemble, toutes et tous ensemble. Et ça va passer par des instances locales citoyennes et aussi par le fonds de participation des habitants qui a été évoqué juste avant. Et ma question, c'est le Conseil citoyen. C'était ma première question il y a 1 an et demi, parce que je suis très attachée aux instances de démocratie locale, parce que je crois que ce qu'on fait de mieux en politique, pour moi, c'est la co-construction, c'est de faire participer tout le monde, d'écouter et de faire ensemble et de mener des projets toutes et tous ensemble. Et donc, j'apprends que ça va se faire, mais j'aimerais bien pouvoir avoir un calendrier, peut-être un peu plus précis, si vous pouviez le donner. Parce que je pense que c'est important que ça se mette en place maintenant assez rapidement pour les habitantes et les habitants du quartier. Et aussi du quartier Falguière, bien sûr. Merci. Est-ce que vous voulez répondre de suite ou je donne la parole à Madame Ferrat? Madame Ferrat, vous voulez intervenir? Alors bonjour à toutes et tous. Donc moi je voulais, comme vous parliez de marche exploratoire, il est vrai que nous avons eu des marches exploratoires dans le quartier, enfin dans toutes les parties du QPV. Et j'aurais bien aimé que, ne serait-ce qu'en mairie ou sur un lieu où se retrouvent des associations, nous puissions avoir un rapport sur ce qui a été fait. Après, toutes les réponses, parce qu'ils nous ont posé des questions. Nous avons dit tout ce qui n'allait pas, mais on n'a rien vu venir depuis. Et donc, ça serait bien que nous ayons quand même un retour sur toutes ces questions qui avaient été posées aux habitants qui se sont déplacés pour venir parler de leurs doléances. Voilà, je vous remercie. Merci. J'ai aussi une question, j'en profite. Alors, on voit tout l'intérêt qui est mis comme sur le quartier Brancion-Périchaud et franchement, c'est notable. C'est beaucoup de moyens déployés par les bailleurs, par la ville de Paris, par la région aussi, j'ai cru comprendre, par la mairie d'arrondissement évidemment. Il y a une vraie montée en force des dispositifs. Mais sur le terrain, moi, je représentais tout à l'heure la maire de Paris en conseil d'école Brancion, et on était plusieurs autour de la table à y être. Et les équipes éducatives nous ont dit on est en QPV, voilà, ils le savent, et on leur a dit, on a eu cette démarche d'aller vers eux aussi pour les tenir au courant. Et notamment sur la vitalité associative, ils ne voyaient pas encore, eux, les retombées dans l'école Brancion de cette vitalité. Donc, je vous avais dit que c'était un work in progress tout à l'heure, et je crois que l'expression est bien choisie. Mais du coup, ma question, c'est quel levier activer pour accélérer? Comment accélérer encore voilà, les dispositifs et répondre, comme le disait Madame Ferrat, aux doléances qu'on avait pu entendre il y a un peu plus d'1 an et demi en conseil de quartier? Alors, pour répondre à Madame Ferrat, ça, le gros travail qui a été fait là, et donc que vous évoquez sur les marches exploratoires, etc., c'est dans le cadre du projet urbain, qui a commencé bien avant que la politique de la ville atterrisse. Et effectivement, alors moi je travaille pas à l'ADU, mais je pense que à la direction. Oh pardon, je me fais gronder par Madame Serra qui n'aime pas, mais elle a raison, les acronymes, par la direction de l'urbanisme. Mais je crois que le grand schéma a été validé, autant que je sache, ou en tout cas des grands schémas, peut-être rien arrêté. Et normalement, je pense que assez prochainement, il y aura un retour vers vous avec le résultat de ces ensembles de propositions. Oui, mais j'entends bien, ouais, parce que je sais qu'il y a eu une grosse mobilisation pendant au moins 2 ans régulière. Non, il va y avoir des choses qui vont sortir de ça, mais ce sera pas. Mais j'entends. Et sur la question de la dynamique associative qui n'était pas encore perçue par les équipes éducatives. Alors quand vous dites équipe éducative, vous pensez donc à la ville aussi, et l'éducation nationale à fortiori. C'est normal. Les professeurs, la directrice et les périscolaires. Alors, les professeurs, la plupart du temps, ils ne vivent pas ici, donc ils ne peuvent pas en être témoins. Par contre, côté DASCO, c'est-à-dire côté ville, côté centre de loisirs, il y a de plus en plus l'opportunité pour eux de s'emparer de ressources, en sachant que tout ça est quand même compliqué.
dans le cadre de l'école, des réglementations, etc. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais on commence, nous, à arriver avec cette proposition. Et par ailleurs, la réussite éducative sera une ressource justement de polarisation des actions et des partenaires à faire entrer dans l'école, en lien avec l'école. Il y avait aussi la question du calendrier. Peut-être pour compléter ce que dit Sophie Jospin sur la réussite éducative, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la réussite éducative parisienne, on a changé de prestataire cette année et que là, on est donc avec une nouvelle équipe qui est en train de s'installer. Et pour le coup, on est sur un calendrier où là, les équipes qui sont comment on appelle ça ? Mince. Les coordonnateurs de mise en parcours s'installent maintenant et sont en train, juste maintenant, d'organiser des instances sur les territoires. Donc autant sur le 15e que sur les autres arrondissements, c'est en train de se mettre en place avec le nouveau prestataire dont on parlait tout à l'heure, qui est Synergie Family. Donc il est normal que sur le 15e, vous n'en entendiez pas encore parler. Il y a des premières équipes pluridisciplinaires de soutien qui sont en train de se mettre en place. Les invitations sont parties. Je crois que la première sur le 15e aura lieu fin novembre. Et en parallèle, cette même équipe-là, à l'appui effectivement du service politique de la ville et de nous, on est en train de constituer un listing d'acteurs associatifs à convier, dans lesquels qu'on souhaitera convier d'ici la fin de l'année sur ce qu'on appelle une réunion partenariale locale, dont on vise, mais qu'on va développer plusieurs fois dans l'année. Mais là, on est vraiment sur une installation sur la réussite éducative. Donc là, c'est d'ici la fin de l'année que les premières instances vont avoir lieu. Merci. Et l'équipe vient de s'installer. Merci. Ensuite, vous parliez du calendrier sur la participation citoyenne. Oui, des conseils citoyens. Sur le conseil citoyen du 15e. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une rencontre avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui aura lieu à l'ANCT et elle aura lieu le 27 novembre. Et là, tous les conseillers citoyens qui ont répondu à l'AMI, que ce soit les anciens conseillers citoyens ou les nouveaux, ont été conviés à cette rencontre à l'ANCT qui a lieu le 27 novembre. Pour ce qui concerne le conseil citoyen du 15e, on est en train de trouver une date qui sera probablement le 18 novembre. Mais on est en train d'avoir des allers-retours entre nous pour pouvoir accueillir ce conseil citoyen avec le service politique de la ville, donc l'équipe de développement local, nous, bureau politique de la ville, le pôle ressources aussi du service politique de la ville et la mairie du 15e. Merci beaucoup. Voilà. Et pour conclure, dans le micro, Qui est conseiller citoyen? Excusez-moi, personne n'a réussi à me répondre là à côté. Donc, Et conseiller citoyen, tous les habitants qui souhaitent participer de la dynamique de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires et qui ont répondu à ce que je disais, à l'appel à manifestation d'intérêt dont je parlais tout à l'heure, qui a été lancé au mois de juin et qui s'est clôturé fin août, sur lequel on a reçu un certain nombre de candidatures sur l'ensemble des 21 quartiers prioritaires parisiens. Merci. On peut continuer à candidater. Non, l'AMI est terminée, mais quoi qu'il en soit, s'il y a de nouveaux habitants qui souhaitent intégrer le conseil citoyen, c'est possible. Mais en tout cas, on avait fait une grosse campagne de renouvellement des conseils citoyens et de création du conseil citoyen à Paris. Non, je voudrais juste, et très rapidement, vous avez des réponses là très précises, et merci parce que ce sont des dispositifs très complets et très complexes, avec beaucoup d'acronymes, beaucoup de sigles divers et variés, de directions, de structures, etc. Moi, quand j'ai souhaité que ce quartier, comme d'autres d'ailleurs, soit en géographie prioritaire de la ville, c'était aussi pour atteindre un objectif qui était celui de la constitution d'un tissu associatif dont nous manquions énormément dans le 15e, aussi bien dans le quartier Falguière, d'ailleurs l'autre secteur de géographie prioritaire de la ville, que le quartier Brancion, afin de pouvoir accompagner tout ce qui est fait par les collectivités, que ce soit l'État, l'arrondissement, la mairie de Paris, etc., la région et compagnie, pour que les habitants puissent s'investir eux-mêmes, puisque c'est de leur propre vie dont il s'agit et qu'il s'agit d'améliorer, et de créer ce mouvement associatif qui faisait défaut sur l'arrondissement, dans ces deux secteurs particulièrement,
et sans lesquels rien ne pourra être accompli si évidemment il n'y a pas la participation des habitants, parce que la géographie prioritaire de la ville, avec toutes ces mesures, toutes ces subventions, etc., c'est pour permettre à des associations aussi de se développer, à des actions bien sûr de se mettre en œuvre, que ce soit effectivement pour l'amélioration du confort des habitants. Je crois que dans votre résidence, c'était surtout des problèmes de chauffage qui, me semble-t-il, posaient problème au mois d'octobre. J'espère qu'ils ont été résolus, enfin pas seulement, mais aussi. Voilà, il faut vraiment un investissement des habitants par le biais associatif et que des subventions à toutes ces associations permettent de réaliser plus facilement. Merci. Et donc nous poursuivons avec notre point numéro 2 à l'ordre du jour. Merci beaucoup pour votre intervention, mesdames. Et donc notre deuxième point, c'est rencontre avec le chef de la police municipale. Et donc je cède la parole à Monsieur Pierre-Olivier Tempier, qui est donc chef de la division du 15e arrondissement, direction de la police municipale et la prévention à la ville de Paris. Donc bonsoir messieurs, dames. Donc j'ai rejoint votre bel arrondissement il y a 1 mois et demi. J'étais donc dans le cadre de la territorialisation. J'ai été en partie et même en grande partie nommé par monsieur le maire et son adjoint, choisi et nommé. Après 10 années passées sur le 18e arrondissement, j'ai donc pleinement adopté la création de la police municipale qui est encore jeune. Je vous rappelle, elle a été créée en 2021. Donc on va fêter les 4 ans de la police municipale en 2026. Donc l'objectif de départ était un effectif de, je crois qu'on est à 2600 ou 2600 agents à l'heure actuelle. On continue à recruter, il y a un concours encore jusqu'au 28 novembre, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 28 novembre, où on recrute encore 300 gardiens brigadiers. Donc moi, pour ma part, je fais partie de la première promotion des directeurs de police municipale parisiens. J'ai rejoint le CNFPT en 2023 et mes collègues, donc j'ai la DT15, on a tous rejoint, on a créé à l'occasion donc de cette création de police municipale, on a créé l'école des métiers de la sécurité et de la prévention, qui est l'équivalent du CNFPT, du Centre national de formation de la fonction publique territoriale, pour former tous ces personnels qui ont rejoint la police municipale, dont j'ai deux collaborateurs là, qui sont présents, qui sont chefs de service, qui ont donc fait 6 mois de formation et qui sanctionnent des projets de service à l'issue de ces formations. Moi-même, j'ai rejoint le CNFPT 11 mois pour sanctionner par un mémoire. Donc c'est une police municipale comme les autres polices municipales que vous connaissez en province ou en banlieue. C'est le même respect des réglementations qui sont bien sûr codifiées dans le Code de la sécurité intérieure. Donc on est une police municipale comme les autres, avec une convention de coordination rédigée en collaboration avec la préfecture de police, qui définit nos missions et notre doctrine. Bon, vous connaissez entre autres, donc on part sur une police du quotidien. Il a été choisi de ne pas nous équiper d'armes létales, mais nous sommes quand même armés de générateurs lacrymogènes de grande capacité et de bâtons latéraux et de bâtons de défense. Il y a 2 types. Donc pour lesquels on est formé. On a des formations régulières, des rappels de formation au cours de l'année. Donc tout ça, c'est très sérieux. C'est une vraie police municipale. Pour la DT15, c'est donc 16 collaborateurs chefs de service. Comme je disais, deux sont présents ce soir. C'est 71 gardiens de police municipale APJA, qui sont en relation régulière avec un officier de police judiciaire. Agent de police judiciaire adjoint. Adjoint. Agent de police judiciaire adjoint. Si chacun amène ses... Donc 71 gardiens de police municipale, mais c'est aussi 75 agents d'accueil et de surveillance. Donc les agents d'accueil et de surveillance, vous les côtoyez au quotidien, notamment dans le parc Georges Brassens, où j'ai une de mes 4 plus grosses brigades qui est représentée. C'est aussi la surveillance de la mairie, c'est aussi... Et pour revenir sur ce qui a été dit avant, on est la direction de la police municipale et de la prévention, parce que j'ai aussi une brigade de 11 médiateurs qui sont en grande partie d'ailleurs déployés sur les quartiers politiques de la ville. C'est une de leurs missions premières. Et une de leurs missions premières, c'est aussi la prévention des RICS. Ça, c'est sur l'ensemble de l'arrondissement en fonction des alertes RICS.
Alors, donc nos missions. Donc ça va être l'entrée et les sorties des établissements scolaires sensibles, notamment j'ai déployé beaucoup d'effectifs lors de la rentrée scolaire, ça va être les marchés, ça va être les manifestations à caractère festif. Vous avez dû nous voir sur les 10 km du 15e, vous avez dû nous voir sur le festival Brassens, où j'avais déployé l'ensemble de nos VTTistes. Donc c'est le stationnement gênant ou abusif, c'est la régulation des déplacements en général, avec des missions de contrôle cinémomètre, mais aussi sonomètre. Donc cinémomètre, hein, c'est contrôle de vitesse. Hein. De préférence sur des zones sensibles où on peut être visible, c'est-à-dire les établissements, devant des établissements scolaires. Au niveau sonomètre, ça va être sur les 2 roues motorisées qui ne respectent pas la réglementation au niveau du débit sonore. C'est aussi une brigade de soirée qui travaille beaucoup avec la police nationale, un petit peu plus interventionniste, une belle brigade de soirée que j'enrichis encore en effectif ce mois-ci avec l'aide de M. Samama, adjoint à la sécurité et à la police municipale. Donc c'est un recrutement permanent aussi, hein, que j'ai assuré moi-même depuis mon arrivée, mais pour lequel j'ai l'appui aussi de M. le maire et de M. Samama, hein, pour enrichir encore notre effectif. Au niveau des chiffres, vous êtes bien représentés. Au niveau des missions planifiées, on est à 10% on est à 486 missions dans les 6 derniers mois. On est à 486 missions planifiées sur votre quartier. Ça représente 10% des missions. Vous avez pu nous voir aussi lors des deux tournois sensibles au CS, au centre sportif Régoulot, où j'avais déployé non seulement nos médiateurs, mais aussi l'équipe parisienne de médiation, car on peut aussi compter sur des unités d'appui. On est présent, j'ai oublié de préciser que nous sommes présents H24, la police municipale. On est présent de 7h à minuit, mais H24 à l'aide d'unités d'appui qui se déploient à partir de 16h, de 21h. Enfin, on a l'unité d'appui de soirée, l'unité d'appui nuit, l'unité moto, l'unité cynophile, enfin voilà, diverses unités d'appui qu'on peut solliciter et qui se rajoutent à mon effectif de division territoriale et en général que je sollicite sur des missions sensibles. Donc, par exemple, je sais que M. le maire était présent sur le dernier tournoi de jeunes au centre sportif Régoulot, où j'avais fait appel à l'équipe parisienne de médiation et j'avais déployé mes propres médiateurs aussi. Donc, et bien sûr la police municipale en fin de tournoi pour, on va dire, préserver une fin de tournoi apaisée, on va dire, et évacuer le stade. Et bien sûr tout ça en collaboration avec la police nationale, hein, qui reste la police de l'intervention et voilà, et la police qu'il faut appeler dans le cadre des délits. Et voilà, il y a des réunions régulières avec la police nationale, et nous, on est la police du quotidien. Sinon, au niveau... donc là, une de nos grosses missions, c'est la régulation des déplacements. Donc sur l'ensemble de l'arrondissement, ces 6 derniers mois, toujours, on est à 32 000 verbalisations. Et vous représentez 7% des verbalisations sur l'arrondissement. Pour la lutte contre les incivilités, là, vous êtes à 10%. Donc on est à presque 3 000 procès-verbaux. Et vous représentez 10% de la verbalisation. Voilà, je suis ouvert à vos questions sur votre police municipale. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce qu'on laisse peut-être la parole à M. Samama ou après? Monsieur le représentant du commissaire, c'est ça? Eh bien, je vous laisse la parole. Commissaire adjoint, pardon. Merci. Bonsoir à tous, donc je suis le commissaire Constantin, je suis l'adjoint de M. Merchy, le commissaire central, et je le représente ce soir. Il s'excuse de ne pas pouvoir être présent, malheureusement il est un peu malade. Donc très rapidement, je vais vous faire un petit état de la délinquance dans votre quartier, donc quartier Georges Brassens, avec quelques chiffres pour vous donner des ordres de grandeur. On a malheureusement une hausse de la délinquance depuis l'année dernière, plus 18% en 2025 par rapport à 2024. Ouais, 18% tout à fait, donc on est à 1200 faits
en 2024. Alors à chaque fois, il faut prendre la période 1er janvier au 6 novembre. Donc on compare les périodes, on a le même nombre de jours en 2024 et en 2025 pour comparer les périodes, et 1430 faits en 2025, avec une hausse des atteintes aux biens. Je vais faire comme ça parce que je suis un peu... une baisse des cambriolages de 10%, certes, mais une augmentation des dégradations, 50%. Les vols violences qui baissent, ouais, une augmentation des dégradations de 50% sur nos stats. Ouais. Les vols violences qui baissent, mais les vols à la tire qui augmentent de 50% également. Une augmentation des atteintes à l'intégrité physique, avec notamment une augmentation des menaces, plus de 50% des menaces également en 2025 par rapport à 2024. Les violences conjugales stagnent, mais restent assez élevées. Une augmentation des trafics de stupéfiants également, qu'on constate, plus de 30% d'augmentation, mais une baisse des usages. C'est la consommation de stupéfiants sur la voie publique. En fait, on distingue... Vous arrivez à la mesurer? On distingue quand il y a des interpellations ou des verbalisations. Ouais. Voilà, on distingue le trafic, donc en gros la vente de stupéfiants, la détention et la vente de stupéfiants d'un côté, et la consommation de l'autre. Voilà. Nos interventions de police sont en hausse également. Donc on en a 1159 depuis le début de l'année. C'est à peu près 10% des interventions par rapport à tout l'arrondissement, ce qui est donc à peu près équilibré, puisque vous avez 10 conseils de quartier, donc on intervient plus que l'année dernière. Pour tout l'arrondissement, c'est 10 442 interventions de police en 2025. Essentiellement pour des nuisances et des différends interpersonnels, donc différents voisinages notamment. On a mené au sein du quartier Georges Brassens plus de 100 opérations de contrôle en 2025, et notamment des contrôles anti-stupéfiants avec appui de la brigade cynophile. Et donc on a également une extension du recours à l'AFD, donc la verbalisation par amende forfaitaire délictuelle, c'est un acronyme amende forfaitaire délictuelle, qui nous permet de donner une réponse immédiate pour les petites infractions, comme par exemple l'usage de stupéfiants sur la voie publique, en tapant au porte-monnaie plutôt que de se lancer dans une procédure qui va prendre du temps et puis qui ne va pas forcément être traitée tout de suite. C'est 135 € d'amende. Ouais. Si vous payez tout de suite. Pour le commissariat du 15e arrondissement, je fais un petit rappel rapidement. Donc notre commissariat central, il est ouvert H24, 7 jours sur 7. Au 250 rue de Vaugirard, on a une antenne, au 44 rue Linois, qui est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Le commissariat est structuré assez classiquement en deux parties. Deux principaux services, l'unité de voie publique d'un côté, donc les policiers en tenue, et puis le service d'investigation et d'accueil du public de l'autre, et notamment donc les unités en charge de la prise de plainte. On a donc, comme l'a dit monsieur le maire, une très bonne nouvelle pour cette année, pour cet automne, 2 sorties d'école, une en septembre, l'autre en décembre, avec donc un renfort de 28 effectifs. Ce qui va nous faire porter notre effectif à 312 effectifs pour le commissariat du 15e. On a également au 1er décembre un renfort, on va mettre en place nous un renfort de l'unité dédiée à la prise de plainte, et donc on espère diminuer le temps d'attente pour le public qui vient déposer plainte à l'accueil. On est à un petit peu moins d'1 heure actuellement et on espère réduire de 20 minutes le temps d'attente. Je vais très rapidement vous parler de 2 outils très précieux qu'on a au commissariat du 15e. La cellule Écoute 15, que vous connaissez sûrement déjà pour certains d'entre vous. Donc Écoute 15, il y a une adresse fonctionnelle dédiée. J'ai amené des flyers pour vous en donner si vous le souhaitez. Et puis un numéro de téléphone également qui nous permet à nous
de recueillir les informations que vous avez à nous communiquer sur des nuisances du quotidien que vous subissez. Donc tout ce qui n'est pas urgent, bien sûr, hein, parce que pour toutes les urgences, c'est l'appel 17 qu'il faut évidemment immédiatement privilégier. Donc une adresse mail et un numéro de téléphone dédié, écoute 15, hein, je vous le donnerai pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet un partage d'informations entre les citoyens et la police de manière assez opérationnelle, puisque c'est une unité dédiée du commissariat du 15e qui s'en occupe et qui après transmet ces informations aux unités compétentes du commissariat pour vraiment prioriser nos actions en fonction de la problématique dans un secteur dédié. Et puis nous aussi, évidemment, on participe à l'effort de prévention de la délinquance, puisqu'on a une unité dédiée à la prévention et à la protection des habitants. Alors encore un acronyme, je ne vous le donne pas, ça ne sert à rien, c'est la mission prévention, on va retenir ça comme ça. Intervention de sensibilisation en milieu scolaire, sur des thématiques très variées, comme la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre les risques également, en lien avec la police municipale, le cyberharcèlement. Il prodigue des conseils de sûreté également aux responsables d'établissements pour se protéger contre les vols, contre la malveillance. On a également énormément d'interventions, enfin on met en place énormément d'interventions au bénéfice des seniors dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, pour qu'ils puissent mieux se protéger contre les cambriolages, contre les vols à la fausse qualité. Donc vous savez, c'est les faux policiers ou les faux plombiers qui prétextent une vérification à faire à l'intérieur du domicile pour pouvoir rentrer dans le domicile et puis ensuite voler ou bien récupérer des informations. Bon, je le redonne quand même, si vous connaissez sûrement déjà le principe, c'est toujours demander une carte professionnelle, un brassard. En cas de doute, vous appelez le commissariat. Voilà. Mais de manière générale, il ne faut pas ouvrir. Nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. Si on a une enquête en cours, en général, on vous appelle et puis on vous dit qu'on va passer. C'est assez rare que vous ayez des policiers qui se présentent comme ça. Et tous les policiers qui viennent chez vous vous présenteront une carte professionnelle. La mission prévention fait aussi la promotion des opérations tranquillité-vacances. Donc, je vais vous en parler après, hein, mais vous pouvez vous inscrire en fait sur le site masécurité.fr pour demander à un équipage, demander au commissariat de mettre en place des patrouilles pendant que vous êtes en vacances et donc surveiller votre domicile. On est également présent sur les marchés avec la police municipale. On a un stand maintenant, on distribue des flyers de prévention. Petite parenthèse, donc sur le site masécurité.fr, c'est une interface assez récente finalement et qui est assez bien faite. Vous avez en fait tous les outils de votre sécurité du quotidien en un seul site. C'est assez intuitif. Vous avez notamment Police Rendez-vous. Donc moi je dis que c'est le Doctolib de la prise de plainte. Voilà, vous prenez rendez-vous pour aller déposer plainte, ça vous évite d'avoir à attendre à l'accueil du commissariat. Et donc voilà, vous attendez pas à l'accueil, vous choisissez le lieu où vous allez déposer plainte également, votre créneau horaire. C'est assez pratique. La plainte en ligne, mais qui est assez restreinte pour l'instant. Elle permet donc directement, on se connecte sur le site web et directement de déposer plainte pour les infractions en matière de biens seulement. Donc les vols, les cambriolages, les dégradations, il y a les diffamations aussi. Et uniquement quand l'auteur est inconnu. Donc pour toutes les autres infractions, il faut une vraie plainte, il faut se déplacer physiquement pour déposer plainte. Vous avez aussi le chat de la police nationale qui fonctionne 24/24, 7 jours sur 7 et qui vous permet de dialoguer avec un policier. Donc il va vous orienter en fonction de votre besoin et de votre problématique. Il fera en fait le même travail que le policier au commissariat, sauf que voilà, c'est pareil, hein. Avec le site internet, vous pouvez le faire depuis chez vous. Et puis donc sur le site Ma Sécurité, vous pouvez vous inscrire aux opérations Tranquillité Vacances. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. On a une belle illustration du continuum de sécurité avec police municipale et puis police nationale. Je laisse peut-être Monsieur Samama dire un mot également.
Merci beaucoup. Rapidement, pour compléter ce qui a été dit par messieurs Tempier et Constantin, effectivement, la sécurité dans le 15e, c'est notre priorité absolue. Nous avons la chance d'avoir un maire dans le 15e qui a dédié une bonne partie de sa vie publique aux enjeux de sécurité et qui en fait la priorité des priorités. Et j'espère que vous l'avez compris à travers ces deux interventions. Par rapport aux moyens supplémentaires qu'on a réussi à obtenir, on a réussi à obtenir au cours de cette mandature 7 caméras de vidéoprotection supplémentaires qui nous ont été accordées, qui sont décidées par la ville de Paris. Il y en a 2 qui sont dans votre quartier, qui ont été installées ces dernières années. La première est à l'angle Castagnari-Baudry, la deuxième est à l'angle rue Brancion et rue des Morillons. Concernant les effectifs, ça a été rappelé, plus 28 policiers nationaux, plus 6 policiers municipaux, singulièrement pour venir grossir les rangs des effectifs de soirée. On est aujourd'hui le premier ou l'un des premiers arrondissements en termes d'effectifs de soirée. On sait que c'est là où il y a le plus de problématiques que vous rencontrez, le plus de dangers, le plus de problèmes de sécurité. Et donc, on met un point d'honneur à avoir une équipe de soirée qui soit la plus importante possible, notamment pour faire des opérations conjointes avec le GPIS et la police nationale, avec 185 personnes au total qui composent la direction territoriale du 15e arrondissement. C'est significatif. Sur les moyens aussi, il y a quelques outils qu'il nous faut souligner, qu'on essaye d'activer le plus régulièrement possible. D'abord, les interdictions de paraître grâce à la loi narcotrafic. Depuis juin dernier, nous avons désormais la main, quand je dis nous, c'est la préfecture de police plus exactement, la main pour pouvoir dresser des interdictions de paraître à un certain nombre de délinquants. Avant, c'était réservé à l'autorité judiciaire. Désormais, la préfecture de police, c'est évidemment, ça doit être justifié, c'est limité dans le temps, limité géographiquement, mais nous pouvons dresser des interdictions de paraître sur certains quartiers du 15e contre des personnes qui pourrissent la vie de quartiers entiers, contre des dealers, contre des délinquants de vos quartiers. Et on ne se prive pas pour le faire. On a eu l'occasion déjà d'en dresser un certain nombre depuis le début de cette année. Le deuxième volet sur lequel on essaye de travailler, c'est les expulsions des logements sociaux. On considère dans le 15e qu'il n'est absolument pas normal que des délinquants bénéficient de logements sociaux payés avec nos impôts à tous, alors qu'il y a des listes d'attente extrêmement importantes de policiers, d'infirmiers, de puéricultrices, de professeurs qui aujourd'hui sont obligés de faire des heures et des heures de transport pour pouvoir rentrer chez eux le soir ou aller à leur point de travail. Et donc on réserve ces logements sociaux en priorité à ces personnes-là qui sont actives, qui travaillent, qui participent à faire vivre le 15e arrondissement et qui ne posent pas de problème à leur entourage dans leur quartier. Et donc, quand il y a des problématiques d'ordre de délinquance, eh bien, nous faisons le maximum pour pouvoir expulser ces personnes-là de ces logements sociaux. On y arrive, c'est long, fastidieux, mais on y arrive néanmoins. Et enfin, la troisième chose que je voulais souligner, c'est la fermeture aussi d'un certain nombre d'épiceries qui souvent est en réalité le fauné, on va dire, de problématiques de délinquance, parce que dans ce type de lieu se vendent des cigarettes à l'unité, de l'alcool à des mineurs, des fermetures à des heures qui ne sont pas respectées, des points de ralliement aussi pour un certain nombre de délinquants, du protoxyde d'azote, du gaz hilarant, qui sont vendus parfois dans ces épiceries. Et donc nous essayons au maximum de faire fermer ces épiceries. Il y a plusieurs cas qui ont été emblématiques dans votre quartier. Il y a le 73 rue Labrouste, une épicerie qui a posé beaucoup de difficultés aussi, qui était un point de rassemblement d'un certain nombre de jeunes qui ne respectaient pas les règles, qu'on a réussi à faire fermer. Il y a l'épicerie du 50 rue Danzig également, qu'on a réussi à faire fermer pour une durée de 15 jours, qui a fermé il y a quelques jours à peine pour une durée de 15 jours. Et nous serons extrêmement vigilants avec les effectifs d'unités de police administrative pour vérifier que lors de la réouverture, les règles soient bien respectées. Et si ce n'est pas le cas, nous serons à nouveau présents pour dresser de nouvelles interdictions et de fermetures à ce type de commerce. Donc vous le voyez, on essaye d'être partout sur le terrain, du bleu dans la rue, physiquement présent au contact des habitants, avec la police nationale évidemment, la municipale qui monte en puissance, le GPIS aussi qui joue un rôle essentiel dans les logements sociaux, et d'être le plus visible possible à votre contact pour venir vous appuyer sur les problèmes de sécurité que vous pouvez être amené à rencontrer au quotidien. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'intervention, je vous propose qu'on passe au point numéro 3. Oui, monsieur, devant. Ah, madame aussi, 2 interventions. Oui, rebonsoir. J'entendais le beau discours de Anthony Somama, qui est très, très important, avec qui nous travaillons depuis des années.
Et je suis personnellement très très content de la fermeture de ces épiceries qui posent beaucoup de problèmes. Encore faut-il qu'il faille encore surveiller celle du 90 boulevard Lefebvre, pour ne pas la citer. Bon, mais c'est très bien ce que vous faites. En tant que représentant de l'association des locataires, toujours Branchon Solidarité, je voudrais rebondir sur le problème des caméras vidéo. Caméras vidéo qui ont été effectivement augmentées, qui ont été disposées. C'est une très, très bonne chose pour le quartier. Pour autant, sectoriellement et par rapport au 1-3 Branchon, notre association demande aujourd'hui le déploiement de caméras vidéo dans les halls. Dans les halls, pourquoi? Parce que, et c'est Paris Habitat, bien sûr, avec qui nous avons des problèmes de communication qui bloquent là-dessus beaucoup. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le 1-3 Branchon, c'est le grenier. C'est un petit peu l'annexe des Périchots. Alors, les Périchots ont été équipés de caméras de vidéo protection. Et nous souhaiterions que ça soit aussi fait sur le 1-3 Branchon. Et le deuxième point, il est plus, il est moins grave, moins important. Ça serait la pose d'un miroir qui ferait baisser la dangerosité de cette piste cyclable qui, lorsqu'on sort du 1-3 Branchon, est terriblement dangereuse. Voilà, c'était les deux petits points que je voulais soulever. Je peux essayer de répondre, en tout cas partiellement, à votre question. Premièrement, les caméras de vidéoprotection, bon, j'en suis un adepte forcené, puisque c'est moi qui imaginais ce dispositif en 2004 et qui l'ai proposé à la ville de Paris, qui l'a installé en 2008 avec l'appui de l'État, puisque l'État payait 98% quand même du dispositif des 1000 et quelques caméras de l'époque. Cela étant, je considère qu'il faut les multiplier par 3 ou 4. C'est totalement insuffisant. Le dispositif est intéressant, mais il faut les multiplier sur la public de façon à faire ce qu'on appelle de la vidéo patrouille. Dans le métro, vous avez 10 000 caméras, ce qui permet de faire de la vidéo patrouille et de suivre les auteurs de délits jusqu'à un moment où on envoie une patrouille de police pour les interpeller à telle ou telle sortie de métro, etc. Donc la voie publique, c'est pareil, il faut pouvoir suivre les délinquants pour pouvoir mettre en place des interventions de police à un moment où la tension des délinquants a baissé et où ils peuvent être interpellés plus facilement. Enfin bref, donc il en faut, à mon avis, au moins 3 fois plus. Et je dirais même plus, c'est des personnels qui est la mienne, avec de l'intelligence augmentée. Parce que quand vous allez au commissariat du 15e, par exemple, vous avez un mur d'images avec, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine d'écrans. C'est l'opérateur. Il y a 2 opérateurs. Hein. C'est les opérateurs qui regardent et qui changent de position les caméras, qui regardent, etc. L'intelligence augmentée, ça veut dire que s'il y a un incident, l'image apparaît aussitôt automatiquement sur l'écran, ce qui change tout et ce qui facilite évidemment le travail de la police et ce qui le rend plus opérationnel, plus réactif. Enfin bref, ça c'est... donc voilà. Simplement, pour ce qui concerne Paris Habitat, j'avais pu faire mettre en place il y a quelques années par Paris Habitat un dispositif de caméras sur les Périchots. Voilà, c'est un des rares ensembles immobiliers sociaux où on a des caméras qui ne sont pas forcément reliées d'ailleurs à la police, mais qui servent en tout cas en matière de preuve judiciaire, quoi, vous voyez ce que je veux dire, avec l'enregistrement par ces caméras de ce qui se passe sur les Périchots. Mais Paris Habitat, aujourd'hui, ne souhaite pas en mettre dans les halls d'immeubles. Voilà. Donc il y a des possibilités d'intervention sur les halls d'immeubles de la police nationale. Bientôt, j'espère, on ne l'a pas dit, mais il y a ce qu'on appelle le Beauvau des polices municipales qui doit se traduire par un projet de loi qui sera déposé au Parlement, j'espère, enfin s'il y a un gouvernement d'ici là, encore, pour permettre l'augmentation très importante des compétences des policiers municipaux par rapport au trafic de stupéfiants, à la consommation, enfin en tout cas à l'usage de stupéfiants, par rapport à l'identité, par rapport aux interventions de police, aux consultations des fichiers de police, interventions dans le hall d'immeuble, etc. Donc ça devrait permettre aussi une amélioration. Mais pour le moment, on a du mal, effectivement, dans ces caméras. Dernier point sur les miroirs. Aujourd'hui, la direction de la voirie, enfin, à moins qu'on me contredise, mais la direction de la voirie n'installe pas de miroir sur la voie publique. Il n'y a pas de miroir.
moi, j'ai été l'origine de demande d'un certain nombre de miroirs à des emplacements spécifiques. On peut redemander, si vous voulez, c'est possible, mais la réponse qui m'est faite systématiquement, c'est qu'à Paris, on ne met pas de miroir. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Ils sont privés. Est-ce qu'on peut apporter un micro, madame, s'il vous plaît? Et j'en profite de l'attendre pour vous dire, le Beauvau des polices municipales, il a été présenté en Conseil des ministres le 29 octobre, donc ça devrait arriver dans les assemblées. Non, ça devrait arriver. À propos juste des caméras, moi je sors très souvent le soir, toute seule, je vais au théâtre, tout ça, je rentre, je sors à la porte devant, il n'y a pratiquement jamais de lumière rue Brancion. Rue Brancion, rue des Morillons, donc il y a des caméras, qu'est-ce qu'elles peuvent filmer dans la nuit? C'est très dangereux, déjà pour se faire éventuellement agresser, mais même pour marcher, on ne voit même pas où on met les pieds. C'est extrêmement dangereux. Et on m'a rapporté, une personne qui était justement dans le conseil de quartier l'année dernière, que maintenant, ces conventions, hier et avant-hier, il n'y avait pas de lumière. Pas de lumière. Donc, les caméras, qu'est-ce qu'elles filment quand il n'y a pas de lumière? Pas de lumière. C'est très dangereux. Je peux vous garantir que j'ai la trouille. Oui, tout à fait. Madame, j'entends tout à fait. On avait aussi évoqué ce sujet au moment où on avait parlé des travaux, notamment rue des Morillons, puisque vous savez, il y a des grandes tranchées qui ont été creusées et tout le monde s'était demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ces gros travaux? C'est notamment les travaux de réhabilitation de tout le réseau d'éclairage public qui était défaillant, qui était vétuste en fait. Donc tout ça, c'est en train d'être remis en route et on a aujourd'hui du matériel qui a de la vétusté à Paris et malheureusement ça crée ces pannes. N'hésitez jamais à nous les faire remonter parce que nous on est en lien direct avec l'opérateur et on peut tout de suite demander ce qui se passe et pourquoi il n'y a plus de lumière et surtout faire le nécessaire pour que ce soit remis en route le plus rapidement possible. Alors vous pouvez me le signaler, louise-agathe-charpentier @paris.fr, je suis adjointe de quartier et moi je pourrais le faire remonter à l'opérateur sans problème. Je ne sais pas si dans ma rue prend ce genre de doléance ou pas aussi le manque d'éclairage. Je pense que avec l'application dans ma rue aussi ça doit être possible, mais vraiment n'hésitez pas à nous le signaler, on fait ce qu'on peut, mais vraiment les gros travaux qui sont engagés là en ce moment, ce sont des travaux de réfection de cet éclairage. Absolument. Merci. Je vous propose, il y a une madame à droite, vous avez une question, vous avez levé la main depuis longtemps. Et madame au fond, si vous pouvez poser la question à la fin, ou vous voulez c'est une question rapide? Ok, bon, on vous passera rapidement. Donc je voulais vous questionner sur intervenir sur 2 points. Le premier, je suis fortement concernée par le magasin au 73 rue Labrouste. Je voulais quand même signaler que restent stationnées des voitures la nuit et des personnes qui restent squattées devant, à l'angle de la rue Labrouste et de la rue des Morillons. Voilà. Deuxième point, je voulais vous interpeller sur l'absence de dos d'âne et de moyens de sécurité autour du collège Modigliani et de l'école Cherbourg, avec la rue Lieuvin qui est en ligne droite directe et qui descend sur la rue Labrouste. Nous avons en effet la journée des voitures qui descendent à fond la caisse et qui ne respectent pas du tout en effet la réglementation au niveau de la vitesse. Voilà, et nous avons aussi, il y a exactement la même problématique sur la rue Castagnari avec cette grande rue qui va tout droit. Et c'est vrai que moi, mes enfants sont allés au niveau de l'école Cherbourg et au niveau du collège. Et c'est vrai que voilà, les voitures ne s'arrêtent pas à l'angle de la rue Rosenwald. Voilà. Donc c'est quand même une problématique à ce niveau-là, avec le nombre d'enfants et de collégiens qui vont sur cette partie. Et la nuit, comme il n'y a rien qui retient, les gens, il y a des motos et des voitures qui s'amusent à faire des routes la nuit, vers 1h, 2h du matin, et qui tournent à grande vitesse autour du collège et de l'école. Merci. Le maire va vous répondre, mais il y a madame au fond qui voulait poser une question comme ça. On pourra faire des réponses groupées. Ce sera la dernière intervention de ce soir. Merci. Bonsoir, merci pour le micro. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais juste revenir sur ce 90 boulevard Lefebvre. Moi, je suis arrivée dans le quartier en 2017 et en 2023, j'avais envoyé un email à monsieur Samama concernant cette épicerie et effectivement, vous m'aviez répondu et vous avez dans cet email indiqué ce que vous venez de dire, avoir plus de bleu dans nos rues. Il se trouve que cette épicerie elle avait été amendée
à cette époque, que le café qui était à côté changeait de propriétaire et que du coup, ces jeunes qui étaient plutôt du côté de ce café se sont déplacés plutôt vers l'épicerie. Donc ça a fonctionné un temps. Mais depuis 2023, ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas que des jeunes, hein, ce sont aussi des hommes qui sont encapuchonnés. Ils sont là toute la journée, mais c'est pas que le soir, la journée. Ils sont là bien sûr le soir et les week-ends. Et puis ils ont pris leur quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une chaise qui est devant l'épicerie. En été, c'est le tabouret du pêcheur, mais c'est simplement la chaise du guetteur. Et donc nous, on les voit tout le temps. Je prends le tram, je descends du tram, je monte dans le tram. Ils sont tout le temps là, mais ils prennent leurs aises. Et je ne comprends pas qu'en 2 ans, rien n'a été fait. Enfin, c'est pas que rien n'a été fait parce qu'il y a des actions qui ont été menées, et j'entends bien, mais ça s'est dégradé. Et en fait, ils sont de plus en plus confortables. Et qu'est-ce qui se passe dans ce bout de quartier qui fait que certaines personnes se sentent tellement à l'aise? Ils n'habitent peut-être pas le quartier, mais en tout cas, ils se sentent très à l'aise. Et cette épicerie, c'est vraiment une plaie. Elle est dégueulasse. Le rideau, il est tout sale. Les étals, il n'y a pas de fruits et légumes. Et qui achèterait ces fruits et légumes? Ils sont toujours adossés aux pauvres cajots. Il y a peut-être 3 tomates. Je ne sais pas à quoi sert cette épicerie, mais en tout cas, nous, elle ne nous sert pas dans ce quartier. Et je pense qu'il faut qu'elle disparaisse. Et si on la ferme, il faut penser tout de suite à la remplacer par quelque chose de vivant, où les gens puissent aller. Parce que si c'est juste la fermer, mais qu'elle n'est pas remplacée, on va avoir de nouveau la même chose. Donc je pense que c'est quelque chose de plus vaste. Il faut fermer, il faut penser à reconstruire après et à revivifier simplement ce bout de territoire où il y a tellement de gens qui vivent. Et c'est vrai que c'est une plaie. Donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, hein, je ne suis pas en train de critiquer, mais je pense que ça s'est vraiment dégradé à ce niveau-là. Voilà, c'était juste ma remarque. Sans doute. Oui, mais voilà. Mais moi, ce que je vois, en tout cas, je vous dis ce que moi je vois de ce bout de trottoir. Oui, quelques réponses. D'abord, sur ce qui concerne les ralentisseurs. Alors, effectivement, on a énormément de demandes de ralentisseurs. C'est difficile de tous les réaliser, d'autant plus que là, il y a un petit problème juridique qui s'est posé il y a quelques mois, qui fait qu'en France, normalement, on ne pose plus de ralentisseurs parce qu'ils ne respectent pas la réglementation. Et qu'aujourd'hui, la ville de Paris s'interroge justement sur les règles de dimensionnement, de pose des ralentisseurs. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une période d'attente en attendant qu'on sache comment vraiment respecter la réglementation pour poser de nouveaux ralentisseurs. Mais bon, en tout cas, ils sont nécessaires, surtout dans des grandes rues comme ça, très longues comme la rue Castagnari ou autres, bien sûr. Mais il y a des demandes qui sont dans les cartons. Bon, ensuite, elles sont aussi honorées en fonction des moyens budgétaires qui sont mis à notre disposition. Deuxièmement, comment ? Oui, mais attendez. Peu de temps. Et donc, il y a quand même un problème de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Donc, certes, vous ne pouvez pas mettre de ralentisseur, mais il faut quand même faire quelque chose, notamment au niveau du carrefour Baudry, Lefebvre, qui est très dangereux. Enfin, tous les gens du quartier détestent traverser à cet endroit. Donc là, il faut vraiment agir rapidement. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un accident. D'ailleurs, je me suis rendu sur les lieux à chaque fois, sur la rue Brancion, effectivement, et sur l'intersection entre le boulevard Lefebvre et puis la rue Castagnari, enfin Baudry d'ailleurs là. Et à chaque fois d'ailleurs, c'était des cyclistes qui se sont trouvés dans l'angle mort du camion, parce qu'il faut savoir que dans les poids lourds, il y a un angle mort. Si le vélo passe à droite du chauffeur, c'est l'angle mort, le camion tourne et il écrase le cycliste. Ça, c'est un accident, hélas, récurrent. Nous avons eu deux accidents graves de ce type récemment. Donc la ville étudie une modification de l'intersection du boulevard Lefebvre, comment ça, la rue Castagnari, je sais plus, ça s'appelle Castagnari là, ou Baudry. Elle s'appelle Baudry à cet endroit-là. Donc Lefebvre-Baudry, la ville nous a soumis un projet de transformation du carrefour de façon à permettre aux cyclistes qui viennent du 14e en quelque sorte de pouvoir tourner à droite dans des conditions plus sécures. Enfin bon, c'est ou alors sur l'épicerie, c'est vrai que c'est pas évident parce que nous sommes, comme on dit, dans un état de droit. Il y a des procédures. Nous sommes très friands de plaintes des habitants là-dessus. Parce que moi, quand j'envoie un dossier au préfet de police, ou au commissaire d'ailleurs, il me demande s'il y a des
des plaintes des habitants. Donc s'il n'y en a pas, alors bien sûr, moi j'ai des informations, donc je donne aussi des instructions, enfin des instructions. Je demande au préfet de police de faire fermer. Mais les fermetures administratives, de toute façon, il faut qu'elles soient étayées par des faits réels. Et puis aussi, elles ne peuvent être que temporaires. Vous voyez, fermeture de 15 jours. Enfin, 15 jours, déjà, ça casse le commerce quand même. Donc, mais il y a des épiceries qui ne servent que de support à des trafics, comme celles que vous avez évoquées. Donc, celles-ci sont entre les mains de la préfecture de police, à qui je passe la parole. Pour le 90, Lefebvre, effectivement, c'est une épicerie qu'on connaît déjà bien. On a notre groupe de sécurisation des quartiers passe tous les soirs dans le secteur des Périchots et donc constate effectivement que les jeunes stagnent et puis occupent de manière très désagréable pour les habitants le secteur et la devanture du commerce. On va replanifier des contrôles administratifs pour l'épicerie. Puisqu'elle a déjà été contrôlée. Hein. Mais effectivement, il faut, comme a dit Monsieur le maire, qu'on ait des éléments objectifs pour pouvoir réglementairement obtenir une fermeture administrative. Et puis un crescendo ensuite dans le degré de sanction, puisque de 9 jours, on passe à 15 jours, puis 21 jours. Donc on peut augmenter, puis ensuite éventuellement obtenir une fermeture définitive. Mais pour ça, il nous faut quand même des éléments. Donc effectivement, c'est bien de nous le signaler, puisque nous, on va pouvoir refaire un contrôle administratif. Merci. Dernier point, dans cette loi narcotrafic que nous évoquions tout à l'heure, Tony et moi, il y a une disposition qui permet maintenant au préfet de police de fermer ces établissements lorsqu'ils sont évidemment dans un trafic de stupéfiants. Mais bon, ça, il faut le démontrer. Mais le préfet de police peut fermer directement l'établissement sans passer par le juge de la justice. J'ai reçu d'ailleurs récemment, j'ai rencontré le nouveau directeur de la DESPAP, de la direction de sécurité, la sécurité de l'agglomération de la police parisienne, c'est-à-dire le responsable de toute la police de Paris et région parisienne, qui d'ailleurs m'a exposé sa nouvelle stratégie qui consiste à faire circuler, j'en profite pour le dire au commissaire s'il n'a pas encore l'instruction, de faire circuler beaucoup plus de patrouilles de terrain, d'être très très terrain avec le maximum d'effectifs sur le terrain en patrouille. Et j'ai évoqué, notamment on a évoqué ce problème de commerce qui sont des supports partout. Partout, vous avez ces supérettes qui sont des supports à tout un tas de trafics de toutes sortes. Donc, c'est plus possible. Ça ne sert qu'à des trafics ou à la vente d'alcool le soir pour les jeunes qui, évidemment, tiennent le territoire. Je dois rencontrer d'ailleurs le préfet de police prochainement pour évoquer la situation du 15e, parce que, comme vous l'avez entendu, il y a un certain nombre d'augmentations d'actes délictueux qui m'inquiètent. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous au préfet de police et on va se voir prochainement. Merci. Et nous clôturons donc notre point numéro 2 pour terminer notre réunion publique avec un petit point rapide sur notre conseil de quartier. Et puis moi, vous dire, vu que c'est notre dernier conseil de quartier et tout le bonheur que nous avons eu de travailler ensemble, c'était une aventure pendant 2 ans et demi. Ça a réussi à produire quelques effets et nous avons, je l'espère, été profitables au quartier Georges Brassens, puisque c'était quand même le point commun entre tous les conseillers et conseillères de quartier de vouloir animer notre quartier, nos rues et toute la vie de quartier. Et remercier donc chacune et chacun des conseillers de quartier pour leur investissement, notamment lors des fêtes de quartier et lors des différentes réunions publiques et préparatoires. Et puis également laisser le mot de la fin à Luz Agathe, notre adjointe, qui a été toujours aussi présente et un relais important pour le conseil de quartier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, effectivement, un très grand merci à tous les conseillers et toutes les conseillères de quartier qui sont investis sans relâche, qui ont toujours été à la manœuvre pour proposer de très nombreux sujets lors de nos réunions publiques, des sujets qui soient variés, qui ont toujours aussi été présents pour s'interroger, poser des questions pertinentes aux différents intervenants, et puis qui ont été très investis pour organiser les fêtes de quartier, qui ont été des grands moments, des beaux moments de convivialité, pardon, c'est la fatigue, dans le quartier. On a pu aborder donc de très nombreux sujets en réunion publique, on a pu organiser aussi, et je remercie encore
d'abord les organisateurs, organisatrices, un concours photo dans ce conseil de quartier. C'était une très belle réussite aussi, un moment d'investir aussi toutes les personnes, les habitants du quartier. Et puis donc, nous avons aussi travaillé sur des budgets pour pouvoir investir dans le quartier, proposer des nouveaux équipements. Et donc, merci beaucoup pour ce travail au niveau aussi bien du parc Brassens que prochainement sur la petite ceinture, avec l'installation de nouveaux agrès, comme par exemple une table de ping-pong ou même un hôtel à insectes. Voilà, la petite ceinture s'aménage petit à petit. Et nous avons pu, grâce à vos bonnes idées aussi, mettre notre petite graine sur cette petite ceinture et y mettre notre patte. En tout cas, encore une fois, un très très grand merci, mesdames, messieurs. Sachez que toutes ces personnes autour de la table, ces conseillères de quartier, ces conseillers de quartier, se sont réunis très régulièrement de manière bénévole, se sont investis pour le quartier de manière bénévole. Et je tiens vraiment à les en remercier pour leur assiduité et tout leur travail. Et n'hésitez pas, lors de la prochaine mandature des conseils de quartier, eh bien, à proposer, à vous porter candidat pour essayer d'être tiré au sort et faire partie de cette belle aventure des conseils de quartier. Encore une fois, un grand merci à tous pour cette dernière réunion publique.